Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jerry Alain, j'espère que vous allez bien les potes. Moi j'ai été me faire couper les cheveux, hein? La barbe, les cheveux. Moi qui a pas de l'air d'un pouilleux. Yes sir! Yeah! Ouais, super content. Encore une fois, merci tout le monde de me suivre, de suivre le WhatsApp. Je suis vraiment content, je suis bien content. Gros merci aux membres Patreon. Hein. Vous pouvez vous abonner 2 piastres par mois pour l'audio, 3 piastres pour les vidéos. Puis on a remis le 25 piastres par mois pour ceux qui veulent vraiment supporter le WhatsApp Podcast. Ça vous donne tout ça en plus que je vais mettre votre nom à la fin du générique, ok? Fait que c'est ça, gros merci. Vous pouvez vous abonner sur patreon.com. Je veux dire, slash WhatsApp Podcast, tout ça collé ensemble, ok? Fait que ça c'est dit. Ah ouais, je vais vous dire aussi, le show, hein, Jerry Alain, plus pour longtemps. Oh putain, on va tosser ça. Jerry Alain, plus pour longtemps. Yes sir, ça s'en vient dans pas trop long. Ça, quand ça va passer, ça va être en ligne pour tout le monde sur YouTube. Ouais, il va être peut-être fin novembre, début décembre, ok? Fait que ça, c'est le temps d'aller acheter les billets si c'est pas déjà sold out, ok? Je vais être le 6 mars à Sainte-Thérèse, le 9 mars à Drummondville, 13 mars, ma fête à fucking Montréal, yeah! Le 15 mars, je suis trop intense. 15 mars Sherbrooke, 16 mars Valleyfield, 20 mars à Québec, 21 mars à Laval, le 22 mars à Trois-Rivières. Je retourne dans votre petite ville, les gangs. 28 mars à Saint-Georges-de-Beauce. Mais enfin, venez vous voir à Saint-Georges-de-Beauce, les mecs! Là, c'est le temps! D'acheter les billets. Yes sir, hein? Puis on va terminer ça dans mon patelin à fucking Gatineau, ok? Fait que les billets sont en vente. Je suis trop intense. Les billets sont en vente au jeralain.com, hein? Jer 2R, Alain 2L. Ça va être pour un show complètement nouveau. Hein? Désolé, j'ai le coup d'aide. C'est qu'est-ce que je demandais avec tout ça? Ouais, c'est ça. Okay, ouais, ça c'est un show vraiment nouveau. Toutes des nouvelles blagues, un nouveau 60 minutes au grand complet, ok? Fait que c'est ça, vous pouvez acheter des billets au jeralain.com. Si vous voulez aussi faire des parties privées, je fais encore ça, ça pogne. Hein? Vous voulez avoir un show privé, après ça, on fait le party, hein, comme que jamais vous l'avez fait. Ben peut-être comme vous l'avez déjà fait. En tout cas, avec un esti de gros moron en plus qui se bouille. Si vous voulez que je me réveille dans vos poubelles, ben c'est le temps! C'est le temps! Vous pouvez aller encore sur jeralain.com, vous m'écrivez un beau petit message, hein, ça s'en va direct à moi, c'est moi qui lis ça. Puis désolé, Rim, cette semaine... les 3 podcasts, ok, je sais pas dans quel ordre ils vont être diffusés, là, mais celui de, ça me fait vraiment chier, celui de Vulgaire Machin, de Fred Dubé, puis de Paul Taylor, ça va être juste un plan large finalement, on va tout le temps juste voir nous deux, à cause que la caméra, le focus, il était pas bien fait, ok? Désolé, j'ai les ai tapés les 3, un back-à-back dans... un dans la journée à l'intervalle de l'autre, tu sais, fait que désolé, j'ai pas fait le focus, fait que je m'excuse pour ça, je suis vraiment désolé. Ben c'est ça. Okay, si tu veux que je te dise, c'est ça que c'est, ok là? Moi j'ai pas de technicien pour faire ça, tabarnak, c'est tout moi qui s'arrange pour ça, fait que soyez indulgents, câlisse, ok? Maintenant, là, le nouveau que j'ai tapé avec Alec Pronovo, j'ai fait le focus, fait que okay, quand il va sortir... il va avoir les 2 plans, là. Fait que sorry déjà d'avance, ok? Ouais, là, cette semaine, qui en reçoit, c'est Fred Dubé. Fred Dubé, vraiment content de l'avoir, lui aussi. Un humoriste très engagé, hein, autant socialement que politiquement, hein, dans son humour. Moi, j'ai trippé longtemps sur Fred Dubé. Tu sais, quand j'ai eu ma phase de Greenpeace, grano shit, là, j'ai trippé longtemps sur Fred Dubé. Même encore aujourd'hui, j'écoute encore de ses stand-up. J'aime bien son fou, j'aime bien son personnage. Tu sais, il est très...
il est très BD, on dirait, des fois, dans sa façon d'interpréter pour faire ses act-out. Fait que moi, j'aime bien ça, aller le voir. Là, durant le podcast, je suis bien content. Moi, je pense que peu importe que t'aimes ou que t'aimes pas Fred Dubé ou que t'es pas d'accord avec ses opinions, t'es pas d'accord avec sa façon de penser, toute son idéologie, ok, de Fred Dubé, il y a une affaire que tu peux pas y enlever, c'est que ce gars-là, il est vrai. Il est vrai, esti, tu sais... Tu sais, Fred, je trouve ça beau à voir le gars. Tu sais, oui, c'est facile de dire qu'il est enragé, est-ce contre tout, puis tout ce qui est moindrement capitaliste, tout ça, il est en tabarnak, puis il est contre. Mais par exemple, tu vois que le gars, il respecte ses principes. Il y a des principes, puis il les respecte. Puis pour ça, je trouve que j'y lève mon chapeau, je le respecte, puis je trouve ça beau à voir. Tu sais, il y a des artistes que eux autres, tu sais, sont facilement... ils deviennent facilement des vendus, là, tu sais. Ils sont prêts à aller crosser n'importe qui juste pour avoir de l'argent ou juste pour en tout cas... En tout cas, j'ai pas le mot, là, man, là, mais en tout cas, il y en a bien, là, tu vois que c'est des profiteurs, puis tout ça. Puis Fred, en tout cas, c'est pas l'impression qu'il m'a donné, puis c'est pas l'impression que j'ai de lui. Fait qu'en tout cas, c'est ça pour cette semaine. Gros merci à Fred Dubé. Allez acheter son livre. Hein, allez acheter son livre. Il doit être sorti en librairie v'là pas trop longtemps. Allez checker ça, guys. Fait que gros merci à Fred Dubé. Puis, ça va être ça pour cette semaine, OK? Fait gros merci tout le monde de suivre. N'oubliez pas d'aller vous abonner au WhatsApp Podcast sur Patreon et allez acheter vos billets pour Jerry Alain plus pour longtemps. Gros merci tout le monde. Passez une excellente semaine. Stay rock tout le monde. Hein? Je sais même pas si ça se dit, hein? Mais restez rock! Ouais. T'étais-tu bien occupé aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, oui, un peu quand même. Ouais. Des lectures et des remises de textes. C'est ça que tu faisais? Oui. C'est quoi ça? C'est des textes ou tu lis ou c'est des livres ou... Oui. Ça va être long, non? Ça va... Non, là, c'est plus des articles de journaux. Moi, je réponds par oui ou par non. Ouais, c'est ça. Et peut-être. Toi, tu te merdes avec ça, c'est ça. C'est comme le contraire du jeu ni oui ni non. Ouais, c'est ça. Attends pas du développement, là. Okay. C'est pas UDA, fait que fuck off. Ouais. OK. Tu es un gars qui se lève tôt, pareil, toi? Tôt, non. Non. Non, j'aimerais ça me lever tôt, mais de toute façon, avec le rythme de vie qu'on a, tu sais, comme demain, je suis en show tard le soir, là, fait que ça sert à rien de se lever à 7 h du matin. Là. Je vais garder ça quand j'aurai des enfants, si j'en ai un jour. Mais non, pour l'instant, je me lève pas tôt, sauf quand j'ai des rendez-vous le matin, là, évidemment. Là. Quand je suis obligé, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais sinon, en général, non. Ça te fait-tu un peu chier, par exemple, de te lever tôt? Moi, c'est ça le problème, tu sais, comme avec le podcast. Puis là, j'arrête pas de te dire dans mon podcast, mais à chaque fois, il faut que je me... Genre 10 h, puis je suis comme... Ah, tabarnak! Puis tu sais, combien de personnes aimeraient ça se lever à 10 h, là, tu sais? Tout à fait. François Legault. Peut-être, ouais, sûrement. Il doit faire... mais là, il faut dire que là, on tourne, puis 7 h du matin, là. Hein? Ben non. Sais-tu que Lucien Francaire, lui, il se lève à 4 h de l'après-midi? C'est qui, ce Lucien Francaire? Lucien Francaire, c'est le poète maudit du Québec qui chantait dans Autre chose, tu sais, le vieux rocker, là. OK. C'est lui qui a écrit la toune Le rap à Bélé, Nancy Baudouin. Non? Non, sorry. Non, pas de problème. Moi, j'ai quasiment rien écouté de tout ce qui est culture québécoise, tu sais. Il était dans Autre chose, là. OK. Puis, c'est un groupe culte, à la fois bon et drôle. Pour les mauvaises raisons, genre, ou... Ben non, mais ils ont fait vraiment du bon stock. Ouais. Tu sais, les paroles, c'est de la poésie, là, un peu beatnik, poète urbain, inspiré beaucoup de Jack Kerouac. Et,
Fait que, tu sais, c'est genre Nancy Baudouin, des tunes d'amour, là, mais Nancy Baudouin, mon char de peau, ma Barbie en vie, Okay. Barbecue Lady. Mais est-ce que c'est voulu humoristique ou... Non. OK, fait que ça, c'est ça, tu ris pour les mauvaises raisons un peu. Ben, c'est à la fois, non, mais c'est... C'est pas comme... T'écoutes pas ça avec dérision, dans le sens que c'est des bons musiciens, là. Surtout, là, ils ont reformé le groupe avec des jeunes, là, avec des monde de Voivode, puis... ça, je connais ça. Grimmskunk au clavier, puis tout ça. Fait que c'est comme fait un Dream Team, mais lui, ce que Lucien Francaire, c'est un vieux poète, là, qui se tenait avec Jerry Boulet. Il a écrit une toune pour Jerry Boulet, Café Rimbaud, puis... très cool, c'est un poète de la contre-culture. Il a gagné le prix Émile Nelligan pour... un recueil de poésie complètement éclaté qu'il a écrit le lendemain de la nuit de la poésie alors qu'il avait droppé du LSD. Là. Il a écrit ça en une nuit. Là, genre, OK, fait que c'est le genre de rocker là. Oh, d'une autre époque. Là. Il a animé à C'est quoi aussi. C'est un rocker. Il a aussi enseigné au cégep. Il a toute une vie... Attends, tu parles d'un gars qui fait de l'acide, qui a enseigné au cégep. Pas pendant, là. OK, ouais. Mais ouais. S'il y avait eu plus de profs de même, sûrement j'aurais toffé plus longtemps à l'école. Ça, c'est sûr et certain. Il a enseigné la littérature dans un collège. Hein? Moi, c'est ça. Tu sais, s'il avait changé, ma tante, les problèmes de maths par Lucie à 4 pommes, par Lucie à 4 drops d'acide, sûrement ça aurait été venu plus me chercher. Puis surtout que les réponses mathématiques, quand tu calcules en 4 d'acide, tu sais, comme disait, c'est quoi Radiohead, 2 plus 2 égale 5. Ouais. Ben là, ça se peut. C'est ça le rôle de l'artiste aussi, hein? C'est ça qui est le fun. On est dans une société très factuelle ou de fake news, mais en art, 2 plus 2 égale 5. C'est ça. Lucie a 4 drops d'acide. Elle en échange 2 pour avoir 3 grammes de mushroom. Combien d'éléphants roses dans la bière? Ça serait ça. Et voilà. Ça serait ça le problème de maths. C'est une très bonne prémisse, ça, pour un bon numéro d'humour. Ça devrait être ça, la question finale pour avoir son diplôme de l'École nationale de l'humour. Fais-moi 1000 mots là-dessus. Tiens, toi. Ce serait bon, ça. J'aime bien ça. Qu'est-ce que tu faisais hier? T'es-tu bien occupé hier? Je faisais hier. Je faisais hier. Ouais. Wow. C'est pas le genre de questions qu'on a, tout le monde en parle, ça. Hein? Il devrait y avoir plus de questionnements. Hier, hier. Qu'est-ce que je faisais hier? Ah oui, j'étais en spectacle. OK, cool. En spectacle, ouais, parce que je participe à... Je suis chroniqueur dans une soirée qui s'appelle douteux.tv. Ah ben ouais, j'ai déjà été là, moi. C'est vraiment cool. C'est une de mes soirées préférées à Montréal. C'est vraiment dans la culture psychotronique, là, beaucoup dans la culture un peu, dans le détournement de sens. Avec Tommy Godet. Tommy Godet, qui a souvent représenté le parti Rhinocéros. On l'a vu aussi à un souper presque parfait. C'est lui qui habite dans le musée de l'absurde. Ben, qui est dans le fond un appartement avec plein de shit tout partout. Là, qui ressemble plus à quelqu'un qui fait de l'accumulage... Comment t'appelles ça? Tu sais, quelqu'un qui est dépendant à accumuler plein d'affaires. Ouais, je me rappelle plus du nom, mais il y a des émissions là-dessus. Il ressemble plus à ça. Mais c'est pas juste des montagnes de papier cul, là, dans le sens qu'il y a une démarche. Il y a une démarche culturelle derrière ça. Il y a une démarche culturelle. C'est vraiment une bonne soirée. Douteux.tv, c'est au Brouhaha. Ouais, les lundis. Ouais, à tous les lundis. Commençait à 6h, je pense. 6h15, 6h30, 6h15, on va dire. Puis c'est long, là, ça finit. Il y a différents segments. Ça finit à 11h, je pense. Ouais, ça dépend des soirs. Mais tu peux t'en aller quand tu sais qu'il y a différents segments. Au début, c'est un genre de podcast avec chroniqueurs. Puis avant ça, je sais plus s'ils font encore ça, mais ils font des petits stand-up d'humour. Ouais, pour ouvrir. Ouais, direct ça. Moi, c'est là que j'en ai fait une couple là, quand je commençais. Là. OK. Tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, tu prends tout ce qu'on t'offre, là. Peu importe le show, peu importe les conditions. Là, mais là, c'est ça. Moi, je fais des chroniques là, puis j'adore ça. Puis ça attire un autre public plus marginal, vraiment, avec un humour aussi très alternatif. Puis t'as de tout là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'aime tellement leur slogan de podcast. C'est comme le meilleur podcast qui donne le strict minimum. C'est 70%. Ouais. C'est vrai, mais dans une société où on dit tout le temps qu'il faut se donner à 110%, puis souvent tu te donnes à 110% pour un boss qui te méprise, pour engraisser des compagnies qui tuent tes enfants dans le futur. Fait qu'eux autres, ils disent, on est révolutionnaire, on va se donner à 70%. Puis on va se garder un 30% pour aimer, tu sais. mais il est drôle en tabarnak, Tommy Godet. Là. Je devrais l'inviter
sur mon podcast. T'aurais dû l'inviter au lieu de m'inviter. Non. Ben oui, invite-le, il est super cool. Puis il y a bien du monde qui vont là. Tu sais, des fois, il reçoit des gens qu'on connaît plus ou moins. D'autres fois, il a reçu André Ducharme. Sûrement qu'ils sont connus un petit peu presque parfait. Ouais. Ouais, il reçoit quand même des gros noms, là, tu sais. Ben, il m'a reçu moi aussi. Fait que des petits, moyens, gros noms. Ouais, vraiment le fun. T'sais. Vraiment le fun. Fait que puis, moi, l'affaire que j'aime le plus dans cette crise de soirée-là, là, c'est quand ils mettent le film à la fin. Puis là, non, ben, tu sais, c'est pas tout de suite le film, mais là, ils portent des extraits, des vidéoclips, des extraits de vidéos. Puis là, tout le monde a le droit de lancer des genres de projectiles en bouchon de caoutchouc. Là, bouchon de liège. En bouchon de liège. Ils ont comme fait des petites mottes en bouchon de liège. Tu lances pas n'importe quoi, là. Tu lances juste ça, puis sur l'écran, il y a un petit genre de petit filtre. Un projecteur. Un projecteur. Fait que ça brise pas, là. Mais tu peux te défouler. C'est vraiment une catharsis parce que avant le film de série B, il y a un film de série B pour finir genre des films de ninja de série B ou des films des années 80. Très pourris. Très pourris, mais bon. Parce que quand tu comprends cette culture-là, tu remarques ce qui marche pas. C'est comme jouissif. Mais avant ça, il y a comme des VJ. Fait qu'au lieu d'avoir des VJ de musique, c'est des VJ où ils prennent plein de vidéos. C'est plein de vidéos sur Internet, des vieilles pubs, puis c'est comme des extraits de shows qui étaient pas bons, des pubs genre japonaises faites avec Arnold Schwarzenegger qui vend des ramen. Tout ça fait avec un rythme effréné. Puis il y a plein de... Tu sais, c'est comme vraiment une petite communauté là, quand ils viennent, parce qu'ils ont plein de phrases clichés, là, ben pas phrases clichés, mais tu sais... Des running gags. Ouais, des running gags de ça, là. Explose! Ça, c'est à chaque fois qu'il y a un hélicoptère qui apparaît à l'écran, tout le monde crie « Explose, explose ». C'est comme une forme de lutte un peu, là. Tu sais, t'as comme la même ambiance un peu, là. Tu cries toutes sortes de styles de marde. Moi, je me souviens que j'avais été là pour la première fois, c'était... une affaire m'avait bien marqué, c'était le vidéo... tu sais, les petites filles qui chantent pour Donald Trump, là. Ah oui, ils l'ont mis hier. Puis tout le monde garachait des chiens. Meurs! C'était malade. Ah oui, les trois. Je me demandais si c'était pour vrai ou si c'était un montage, s'il était devant un écran. Vrai. Okay, c'est sûr que c'est vrai. Ben, en même temps, mais je pense que oui, t'as raison. Faut pas que tu te fies à moi. Faut vraiment pas que ta source première, ça soit... Ben oui, Jerry Alain me l'a dit. Tu sais, ça, je pense que tout de suite, tu perds en crédibilité. Je pense qu'on a trouvé ton épitaphe pour mettre sur ta pierre tombale. Faut pas que tu te fies à moi. Ouais, c'est vrai de ça. ou sinon, moi, sur ma pierre tombale, ça serait écrit « Épitaphe, c'est que ça veut dire. » Ça serait sûrement ça aussi. Ben, Chris, je pense qu'on est prêt à starter ça, OK? Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je suis super content de recevoir mon nouvel invité, Fred Dubé. Comment il va, mon gars? Ah, ça va très bien. Vous? Yes, ben oui. On n'est pas à Radio-Canada. T'es pas obligé de vous voyer ici. À moins que c'est ça que tu veux. Ben oui, c'est des vieux tics. Yes, merci d'avoir accepté. Comme on se disait tout à l'heure, on a enfin pu se trouver une date. Oui, ça fait quelques mois qu'on se court après. Ouais. Ah oui, ça date d'un petit bout quand même. La semaine passée, t'étais malade, tu me disais? Ouais, gros rhume pis tout ça, fait genre comme mouché à l'écran. Puis quand tu combats quelque chose, on dirait sortir des idées puis discuter. Non, je suis resté chez nous en bobette. Pis, ben, c'est mieux de même aussi, en plus, surtout quand t'es artiste. Tu veux pas refiler ta merde aux autres non plus, là. Quoi qu'il y a beaucoup d'artistes qui refilent leur merde aux autres. Ouais, dis de même, c'est Il y en a même qui appellent ça des one-man shows. Fait que ça, je voulais te féliciter pour ton livre. Ah oui? T'as sorti ton livre. Il est pas encore sorti. Ben, ça dépend quand est-ce que l'émission... est-ce que l'émission va passer. En tout cas, bref, il sort le 1er novembre. 1er novembre. Fait que, ben, ça risque sûrement qu'il est sorti. Wow, ça ben, merci bien. Ouais. C'est cool ça. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre? Ben, je pense que c'est la première fois. Tu sais, t'as écrit souvent dans les journaux, mais première fois que c'est un livre. Oui. Ben, depuis l'âge de 15 ans, moi, que j'écris quotidiennement. Et puis c'est un livre, c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est un pamphlet humoristique. C'est un peu ce que je fais sur scène, mais version littéraire. C'est vraiment comme un one-man show d'humour, mais
dans un livre. Okay. Fait que ça ressemble un peu à ce que je fais sur scène, mais avec des fois, je me permets de développer certaines idées que dans un livre, ça fit plus. Sur scène, ça fit moins. Ouais. Puis, c'est ça. En fait, c'est même pas mon idée à moi. C'est la maison d'édition Lux Édition, LUX, qui m'a approché. C'est une maison d'édition que j'aimais déjà beaucoup. Je lisais beaucoup de leurs livres. Okay. Il y a des excellents auteurs qui publient là. Et puis, c'est très... puis j'aime leur ligne éditoriale. Ils vont pas publier Éric Duhem, là, même si... Ouais, c'est comme déjà dans un... Ils sont plus à gauche, une maison. Puis évidemment, à gauche, c'est large, la gauche. Là. Il y a différentes gauches, puis on pourra revenir tantôt, là, mais c'est très varié quand même. Fait que c'est l'éditeur qui m'a entendu une de mes chroniques à CIBL. Je faisais une chronique sur le cynisme à CIBL, puis écoutez ça, puis il a dit hey, si tu peux m'en faire 30 autres de ce genre-là, je verrai ça dans un livre. Fait que c'était même pas mon idée, ces autres. Au début, j'y croyais pas. Je suis pas capable d'écrire un livre, je peux pas. Je me sentais comme un imposteur. Ça m'a pris vraiment beaucoup de mois avant de me convaincre. À un moment donné, pendant longtemps, je disais non, je le ferai pas. C'est quoi qui t'a convaincu? Ben, en discutant avec lui... Il y a mis un couteau, genre, sur ma gorge. C'est ça. Puis ça a l'air que c'est où j'habite. Fait que ça a été ça. C'est fou ce que ça peut faire des testicules d'un toaster. Hein? C'est un bon argument. Ça sentait le porc. C'est une belle image, ça, pareil. Hein? Ouais, c'est vrai. Hein? Testicules d'un bain. Non, pas de toaster d'un bain, j'ai déjà vu ça, mais... Ça serait plus pour le suicide. Ouais. Testicules d'un toaster, ouais. Je viens de trouver le titre de mon prochain spectacle. Ah ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est même que tu trouves ça. C'est ça. Catapulte à la marde. Ouais, c'est vrai que ça serait drôle, ça. Ça, c'est l'expression d'un de mes amis, ce poète, en fait. Ah ouais? Catapulte à la marde? Ouais. J'ai emprunté, j'ai demandé, puis je dis, c'est bon, ça fitterait pour un spectacle. Ouais, c'est son expression, Jean-François Poupard. OK. Et puis, je trouve ça bien drôle. Enfin, je me l'ai approprié, puis j'ai cherché, parce que c'est un terme qui est souvent utilisé dans la culture québécoise, le mot marde, c'est de la marde, c'est de la marde, c'est de la marde. Bon, il faut pas tout nommer par le mot marde, parce qu'à un moment donné, ça perd de la précision. Là. Je veux dire, tu peux pas décrire le monde de façon juste et honnête en utilisant juste un mot pour décrire toute la marde. Mais c'est intéressant. Fait que je me suis dit, quand le monde dit c'est de la marde, c'est un mot qui est très politique. Ouais. On dit la politique, c'est de la marde. François Legault, c'est de la marde. Ça, c'est de la marde. Le réchauffement climatique, c'est de la merde, c'est de l'estime de merde. Fait que c'est un mot qui est porteur d'émotions, puis il y a beaucoup de contenu là-dedans. Fait que moi, je m'étais juste déguisé en fouille merde. Puis en fouille merde pour voir qu'est-ce que ça voulait dire, ce mot-là, tu sais. Catapulte à la merde. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est-tu dans le sens du terme de lancer de la merde, genre? Oui. C'est vrai de ça. C'est une genre de catharsis. C'est genre, c'est un emportement qu'on appelle. C'est s'emporter. C'est celle-là où ce que tu faisais, t'avais un number sur René Angélil? Ouais? Ouais, c'est ça. J'avais été te voir au Monument National. Ouais. Je l'avais bien aimé. Ouais. C'était un number-là. C'était show-là, pour vrai. Ouais, il était le... Ben, merci bien. Bien été dans marde à cause d'avoir parlé de René Angélil? Non. Même ce numéro-là va se retrouver dans mon livre. OK. Ouais. Il va être là. Je l'ai retravaillé pour qu'il soit... pour enlever les tics de langage, pour enlever les effets scéniques, parce qu'il y a certains moments où c'est de la manière dont je le joue sur scène qui fait l'humour. Fait que... Tu peux pas faire un act-out dans le livre. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que... Parenthèse, je me tiens de dos. Genre. J'ai une voix phonée. Fait que je l'ai comme réécrit un peu, mais l'essence est là. Bruit de violon. Bruit de violon. Genre, aucun rapport. Ben, je pourrais. Ouais. Je pense que ça parle quand même beaucoup de... Ça critique quand même beaucoup le star system, l'industrie culturelle, le livre. Fait que c'est ça, le livre. Mais ça, si tu dis que ça ressemble quand même bien à un show d'humour, ça veut-tu dire, c'est-tu comme des gags que t'as pas gardés pour un de tes shows, que t'as finalement, puis toi t'aimais, puis t'as fait, crime, ben je vais mettre ça dans le livre, tu sais? Des fois, oui. Des fois, il y a des notes que sur scène...
ça fitait pas sur scène, que c'était plus drôle à l'écrit. Parce qu'il y a des choses, tu sais, dans les affaires un peu plus subtiles, il y a des choses, c'est comme certains statuts Facebook. Des fois, il y a des statuts Facebook, tu lis, puis c'est drôle en crise, mais là, tu vas les faire sur scène, puis ça... Il y a différentes sortes de rires, parce qu'en humour, on exploite beaucoup le rire sonore, le rire gras, mais aussi, il y a des rires plus... il y a d'autres formes de rire qui te font pas nécessairement éclater de façon sonore, mais qui sont très agréables à ressentir quand même. C'est des choses dans la lecture, ou certains films, ou tu sais, des fois, tu trouves ça très drôle, mais t'es juste pas... Puis cette forme d'humour-là, ben, il faut l'exploiter aussi. Moi, ça me fait plaisir des fois de lire des choses très drôles, mais qui me font pas éclater de rire. C'est juste que des fois, sur scène, évidemment, on a besoin... pour la convention que la salle éclate de rire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une autre forme d'approche, mais il y a des affaires que j'ai rodé mon livre des fois. Ah ouais? Oui, il y a des trucs que j'ai rodés sur scène. Genre comme le cabaret des auteurs? Ou, Non, à l'époque, non, je n'ai pas donné. Pas au cabaret des auteurs, mais j'aurais pu. Ça aurait pu. Ça existe encore, cette soirée-là? Oui, OK. Oui, ça vient par Stéphane Plante. Stéphane Plante, ouais. Très cool, je l'aime bien, lui. Oui. Ouais, moi, j'aime bien son toupette. C'est plate, je le vois plus bien. Je sais même pas s'il fait encore des shows du monde. Je sais qu'à un moment donné, oui, il en fait encore. Il s'essayait bien. Oui, il en fait encore. Très cool. Puis, dans le temps, c'est toi qui animais ça, cette soirée-là. Ouais. En fait, à la base, le cabaret des auteurs du dimanche a été mis sur pied par... il y a genre 15 ans, je pense, si c'est pas plus. Il y a 18 ans, je pense. Ça a 18 ans, ce cabaret-là. Ça a été inventé par Martin Petit. C'était présenté au Diable Vert. Oh shit. Puis il y a eu plusieurs générations qui ont repris ça en main. Puis à un moment donné, c'était Isabelle Ménard qui animait ça. Puis là, moi, j'avais participé 2 fois. Pendant 1 an, ça l'a arrêté. Moi, j'ai recroisé Isabelle Ménard dans un café. Puis je disais, hey, le cabaret des auteurs. Elle dit, ça me tentait plus de l'animer. Puis il y a personne qui a pris la relève. Puis moi, j'étais pas au courant. Je vais reprendre ça. Fait que moi, puis Simon Gouache, on avait repris ça en main. Ah ouais. Simon Gouache aussi était là-dedans. On co-animait, moi, puis lui. On l'a fait ça pendant 1 an. Après ça, moi, Simon a arrêté. Moi, j'ai poursuivi pendant 2 ans ensuite. Puis, fait que ça existe encore. Moi, après ça, j'étais tanné parce que c'est bénévole, puis ça. Puis, je sentais que je l'avais moins. Fait que là, Stéphane a repris la relève. Fait que c'est bien le fun. Ouais, c'est une nice place, ça. Ouais. C'est ça, c'est une soirée où un texte ultra drôle peut être suivi par un texte très touchant. Puis, il n'y a pas de malaise. Ouais, c'est ça. C'est juste le public est prêt. C'est comme, on a un thème. Attends, la dernière fois, c'était frère. Il y avait des textes. Moi, il y a un texte qui m'a fait pleurer. Après ça, il y a un autre texte qui était juste vraiment drôle. Fait que c'est le fun. Ouais. Puis quand tu avais passé ça, tu l'as-tu passé à Stéphane ou tu l'avais passé à quelqu'un d'autre? Non, c'est Stéphane qui a dit, moi, ça me tente d'animer. Moi, ça me tentait plus. Lui, ça y tentait. Ouais, c'est ça. Ben, à m'amener... c'est cool d'avoir du nouveau, là. Tout à fait. Tu peux pas... Ouais. Puis, ça, on en revient dans le livre. Fait que, moi, le titre me fait... T'as tout le temps des drôles de titres. Une pipée d'opium pour les enfants. Oui. C'est ça? Ouais. Pourquoi ça? C'est... Pourquoi ce titre-là? Ben moi, j'aime ça, les titres assez punchés, tu sais, qui sont... assez punché, fait que... Mais en même temps... Puis imagé. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est... Puis qui ont du contenu. Tu sais, je peux le défendre. Ça vient... Ben, il y a comme différents trucs là-dedans. Premièrement, tu sais, il y a une expression qui dit l'opium du peuple. Hein? Je pense que c'était Marc qui disait ça. Il parlait de la religion. C'est l'opium du peuple. Tu sais. L'opium, c'est tout ce qui nous met dans une situation d'illusion. Hein? Et fait que dans le livre, c'est décliné par différentes choses. Tu sais, l'opium peut être les banques, ça peut être ce qu'on appelle le terrorisme, c'est l'économie, c'est la publicité. Tu sais, la publicité puis l'industrie culturelle, là, c'est une des plus grandes formes d'opium de la société québécoise. Là. Fait que c'est tout ce qui nous fait halluciner, ce qui nous met dans un monde parallèle. Quand tu écoutes la télé ou Internet, c'est une forme d'opium parce que ceux qui contrôlent ça n'ont pas tes intérêts à cœur. On les intérêts des commanditaires, des publicistes. Puis la culture qui te revomisse d'en face, ben c'est une culture bourgeoise. Ça va être rarement là, des propos révolutionnaires, des propos qui sont pour le bien commun. Là. C'est souvent pour te vendre des cochonneries, puis ils confondent ton cerveau avec une toilette, puis ils sortent la catapulte à marre d'eux autres ici, puis ils te chient dans le noix. Là, okay. Fait que l'opium, dans le livre, se définit par plein de sujets, de l'industrie culturelle à la politique. Et les enfants, ben c'est le peuple, c'est nous. C'est nous parce que moi, quand je travaillais en télévision, c'est arrivé souvent que les producteurs
quand j'écrivais des textes, il me disait « Fred, ça, là, le monde, ils comprendront pas. Oublie pas, là, que les téléspectateurs, ils ont l'intelligence mentale d'un enfant de 5 ans. » Ça, je me suis fait dire ça. C'est fou, là. Tu dis ça à un artiste, puis ça, c'est eux autres qui contrôlent la télé, qui contrôlent les médias, là. Fait qu'ils prennent la population pour des enfants. Fait qu'une pipée d'opium pour les enfants. Les enfants, c'est nous. Puis l'opium, ben, c'est toutes les formes d'illusion de la société, tu sais. Mais tu sais, c'était-tu littéralement ça qu'il voulait dire quand il disait de faire... que ça soit en sorte que ça soit pour que des enfants de 5 ans puissent comprendre? Ben, c'est un mépris. C'est un mépris. Lui, il voyait la masse, la population, comme des gens pas intelligents. Fait qu'il fallait que tu t'abaisses pour leur parler. Mais moi, au contraire, moi, les gens, je les trouve toujours plus intelligents que moi. Quand je parle aux gens, j'essaye de me mettre à la hauteur des êtres humains. T'sais. Moi, je me sens tout le temps plus petit en général que les gens. Quand je monte sur scène devant 200 personnes, je me dis, 200 personnes devant moi, c'est ceux qui sont... Tu mets leur vécu ensemble, leur culture ensemble, sont 200 fois plus intelligents que moi, tu sais. Mais il y en a que c'est l'inverse. Parce que, tu sais, ma tante, je sais pas, tu sais, ma tante, je pense, pour la pub pour mon nouveau show, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je vais me dire, faut que ça soit le plus clair possible pour que le plus imbécile capable de comprendre. Mais, tu sais, je suis pas en train de toutes les catégoriser en train de faire, c'est des hosties d'épais, là, mais c'était ça comme le gars il essayait de faire, ou la personne, là, tu sais, qui essayait de faire, ou... une pub claire, évidemment. Si toi, tu dis, je suis un humoriste, j'ai un spectacle, je comprends que tu veux que ça soit clair, là, que le message passe, mais on n'est pas obligé de prendre... Il y a une nuance entre clarté. Moi aussi, je veux que mes textes soient clairs. Je veux pas juste dire, si tu comprends pas, c'est ton problème. Non, je veux que ça soit clair, mais je veux pas mépriser les gens non plus. Là. Puis c'est pas grave si on comprend pas tout le temps. Parce qu'à un moment donné, si tu veux que tout le monde comprenne tout le temps, tout de suite, on parle tout le temps des mêmes affaires, avec les mêmes angles. Ouais, c'est vrai. Puis en même temps, tu sais, il en faut du monde pour aller, tu sais, parce que moi, souvent, quand il y en a qui parlaient de la culture du vide, puis s'attaquaient, je sais pas, genre aux filles Instagram, puis tout ça, tu sais, je fais, mais c'est pas leur mandat à eux autres de faire ça, tu sais. Mais tu sais, mettons, quand on dit à quelqu'un comme toi, tu sais, qui est intéressant, puis qui veut... il veut que ceux qui s'intéressent à soit de la politique ou de sujets qui ont plus de contenu, puis du vrai contenu, là, tu sais. Mais là, c'est pas correct s'il y a quelqu'un qui s'en va dire « Ouais, gars, qu'est-ce que tu fais? Le monde comprendront pas, le fuck you, là, tu sais. » Genre, ben là, ça, c'est de la style marde, là, tu sais. Puis encore là, ce qu'on appelle le vide, souvent, c'est pas vide. Tu sais, comme la culture d'Instagram puis tout ça, c'est pas vide. Au contraire, je trouve ça qu'il y a beaucoup de contenu là-desus, dans le sens qu'ils nous vendent plein de choses. Fait qu'il y a plein de contenu. Au moins, c'était juste vide. Ça me dérangerait pas. C'est juste vide, pas de problème. Mais ce qu'on appelle du vide ou du divertissement, souvent, contient des propos politiques, engraisse des idéologies et nous vend des choses, mais à notre insu. Essaie de nous transformer en consommateurs. Fait qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle le vide. C'est du vide. Non. C'est juste peut-être parce qu'on prend pas le temps de voir c'est quoi les messages qui nous sont envoyés dans la tête. C'est rare les choses qui sont vraiment vides. Comme moi, tu sais, je sais pas si ça va avoir rapport. Je vois juste avoir d'un gros moron. Là. Mais c'est pas grave, on se laisse aller. Hein? On est dans mon podcast. Okay? Ben oui, calme-toi. Mais moi, ma mère est décédée du cancer du sein, tu sais. Puis j'ai tout le temps été en tabarnak, moi, contre la fondation cancer du sein, tu sais, à cause que... Puis là, j'ai écouté un des documentaires faits par Léa Paul, ou en enfant de même. Le ruban rose. Ouais, drette ça, tu sais. L'industrie du ruban rose. Drette ça, puis, tu sais, entre autres, tu sais, sont associés à tout le temps plein de compagnies qui, souvent, causent le cancer, tu sais, puis ils font tout ça sur le dos des victimes puis des malades, tu sais. Fait que moi, ça me met en tabarnak, genre, ces affaires-là, mais tu sais, si tu regardes juste ça sur le face, tu sais,
de devant, ben c'est juste une fondation qui essaye d'aider à ramasser de l'argent, mais Chris, c'est loin d'être ça en tabarnak, là, tu sais. Je sais pas si tu l'as écouté, ce documentaire-là. Non, j'ai lu là-dessus. Ouais. Mais le documentaire-là en question, non. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Ce qu'on appelle la philanthropie, en fait, c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Ou on va avoir un terme plus précis, le philanthrocapitalisme. Okay. C'est justement ça. Là, tu vas avoir Ultramar qui cause ce qu'on appelle des génocides industriels en Amérique du Sud. Ben, ils vont s'associer à une cause juste pour être un bon citoyen corporatif. Puis c'est juste une question d'image puis de branding. Ultramar, là, ils s'en calissent des gens qui ont le cancer. Là. Ils veulent juste avoir de l'air propre, pur, puis tout ça. Puis, on appelle ça des bons citoyens corporatifs. Corporatistes. En tout cas. Puis c'est de plus en plus à la mode. Hein? C'est de plus en plus la mode aujourd'hui, là, des compagnies... Fait que c'est pour ça, moi aussi, j'ai un peu de difficulté des fois avec certaines vedettes qui embarquent là-dedans. Parce que souvent, en plus, là, c'est que la philanthropie a remplacé les organismes communautaires pour aider les gens. Fait qu'il y a des riches qui, selon leur humeur du moment ou selon ce que certaines personnes de leur famille à eux ont vécu, ben là, ils vont prendre une cause. Puis là, le gouvernement, ils vont leur donner des crédits d'impôt, des subventions, puis tout ça. Puis eux, après ça, ils vont donner de l'argent aussi aux organismes communautaires. Parce que les organismes communautaires, ce qui était beau à l'époque, c'est qu'ils étaient autonomes, ils géraient des idées eux autres mêmes. Mais là, en s'associant à des philanthropes et à des riches, ben là, c'est eux autres qui contrôlent le portefeuille des organismes communautaires. Les organismes communautaires, c'est quelque chose de démocratique, qui trouvait des solutions. Ben, c'est ça, ils dépendent. Fait que c'est une solution, la philanthropie, c'est une solution pour aider les gens, mais plus à droite. Ça reste quand même... Il y a des bonnes personnes qui font ça, mais moi, j'y crois pas. Évidemment, ils vont dire, mais là, moi, il y a des philanthropes qui m'aident puis ont aidé ma mère concrètement. Ça, je le comprends, ça. Parce que l'argent qui est investi là, ben ça aurait pu être des organismes communautaires ou collectivement qu'on le gère, cet argent-là. Puis des fois, il y a des causes qui ont genre 8 milliards, puis finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui sont atteints de ça, mais c'est une cause qui est à la mode. Puis là, les philanthropes, ils capitalisent là-dessus. Puis il y a des affaires dont on a vraiment besoin, puis il y a full des gens qui sont atteints de ça, mais c'est moins cool comme cause. Ben, puis là, les organismes communautaires vont dire, Chris, on a besoin d'argent, nous autres. Comment faire pour savoir si c'en est une bonne? Moi, j'ai comme un peu de la misère à différencier un organisme communautaire qui sont vraiment là pour aider le peuple ou la cause ou whatever quoi, tu sais. Puis moi, c'est pour ça, man, je veux pas encourager. Moi, il y en a des fois, tu sais, les jeunes qui terminent soit en com ou, tu sais, il faut qu'ils organisent un show. Tu sais, puis là, ils font comme, puis on va tout donner à l'argent de la Fondation du cancer. Tu veux-tu participer? Fuck non, est-ce que je veux pas participer? Va chier ton esti de cause de cul. Mais si tu me dis, par exemple, que tu vas donner ça, je sais pas, à quelqu'un qui est dans le besoin, là, tu sais, ben là, ça va me faire plaisir, mais je vais savoir que 100% de l'argent va aller à vraiment quelqu'un qui est dans le besoin, là, tu sais. Oui, bien sûr, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. On n'a pas tout le temps toutes les ressources. C'est pour ça qu'il y a des gens, comme dans les organismes communautaires, des gens sur le terrain qui côtoient les gens dans le besoin, qui sont au courant viscéralement. Et c'est des gens qui ont des études en sociologie, qui savent où investir l'argent. Ils sont pas juste d'un bureau. Moi non plus, là, je ne sais pas tout le temps. Je reçois une demande. Des fois, ben, je prends 10-15 minutes pour faire une recherche sur la compagnie, sur le truc. Mais on ne peut pas tout le temps le savoir. On ne travaille pas là-dedans. On n'est pas tout le temps sur le terrain. Là. Mais il y en a qui vont bien aider le cancer, d'autres c'est plus de façade. Toi, tu participes quand même souvent à des spectacles bénéfices de même? De même, je veux dire, à des organismes communautaires, je veux dire. Organismes communautaires, ben là, dans la dernière année, j'étais un des porte-parole pour le réseau d'action communautaire autonome. Ça, c'est le réseau communautaire au Québec, là. Fait que c'est pour ça que là, je suis plus dans cette cause-là, puis j'ai rencontré les femmes qui sont sur le terrain, qui chapeautent ça, puis ils m'ont expliqué, ils m'ont... Fait que je les ai rencontrés, là. J'ai pas fait « Oh oui, pas de trouble ».
Fait que oui, avec eux autres, je suis impliqué. J'ai décidé d'investir du temps, d'investir ma face aussi. Mais on est plusieurs, là. Puis, fait que ça me fait plaisir. C'est une forme de publicité, ça. Mais ça, probablement, ça me rapporte pas vraiment d'argent. Puis ça me fait plaisir de le faire parce que c'est une cause qui est politique, puis qui est sain. Qui est sain. Et par exemple, les CPE, qu'on est fiers de ça, ben ça vient des organismes communautaires. Les CHSLD, ça vient des organismes communautaires. On pensait que c'est Pauline Marois, c'est le PQ qui a inventé ça. Non, ils se sont inspirés des organismes communautaires qui ont eu cette idée-là. Fait que c'est des gens qui ont des idées politiques, mais avec lesquelles on enlève plein d'argent. Fait que là, ils n'ont plus le temps d'avoir des idées politiques parce qu'à cause de l'austérité, ils sont juste là en train d'éteindre des feux, tu sais. Ouais. Mais fait que oui, je dis oui quand je suis assez bien renseigné sur la cause, puis que ça me rejoint, puis que c'est un truc politique qui pour le bien du plus de gens possible. Ça me fait plaisir d'investir du temps, soit par des différentes façons. Là. Okay. Oui, je le fais. Je peux pas tout le temps le faire. Là. Ouais. Puis des fois, je dis non. Là, quand c'est pas clair, quand je comprends pas. Fait que des fois, je dis non. Mais en général, j'essaie le plus souvent possible de dire oui. Puis, c'est ça que, dans le fond, tu as reproché un peu à Martin et Matt de ne pas avoir fait. Quand que tu l'avais critiqué dans ton... de pas avoir... c'est un peu à ce que je disais tantôt par rapport à l'industrie culturelle. Là. Ouais. C'est quand tu as une crédibilité, tu as un gros nom, tu as un impact social, tu as l'amour du public, puis tu t'en sers pour vendre des compagnies qui sont très discutables pour te remplir les poches. Ouais. Moi, j'ai de la misère avec ça. Mais là, quand je dis ça, là, je sais bien, là, des gens ils vont être choqués, ils vont dire pour qui tu te prends, puis il faut tout aller à l'épicerie. Mais... parce que justement, pourquoi il n'y a pas plus de petits marchés? Pourquoi que les producteurs, nos agriculteurs, on n'a pas un lien plus direct avec eux autres? Ben, c'est justement à cause de des supermarchés comme ça qui ont des lobbies à l'Assemblée nationale qui nous empêchent d'avoir un contact plus direct avec les agriculteurs, de se développer une autre forme de distribution. Parce que les supermarchés, c'est pas vieux ce concept-là. Là. Supermarché, hypermarché, ça a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une manière, c'est juste des distributeurs. Là. Maxi invente rien. Ils sont juste là pour dire, nous, on rassemble de la bouffe. Mais il y a différentes façons de rassembler cette bouffe-là. Puis le modèle de Maxi et etc., c'est un modèle qui marche pas, qui est déshumanisant, qui nous éloigne du contact d'où vient vraiment la bouffe. Ouais. La viande est juste rendue un produit comme du carton. Tu fais, attends un petit peu, là, si on avait un vrai contact avec la viande, on se dit, OK, c'est vivant cette affaire-là, il y aurait pas mal plus de végétariens. Ouais. Fait que c'est ce modèle de distribution-là et d'emmagasinage de nourriture qui ne fonctionne pas. Et puis prôner, faire une pub et dire à quel point que Maxi ou whatever, c'est beau, puis c'est frais, puis c'est de la foutaise. Puis ça l'engraisse le capitalisme, puis ça l'engraisse la hiérarchie, puis ça l'engraisse le gaspillage, puis ça l'engraisse l'exploitation des agriculteurs, puis ça l'engraisse l'exploitation de nos terres agricoles. Fait que c'est toute cette politique-là qui est cachée quand il y a une annonce très drôle faite par un homme qu'on adore. C'est violent. Ouais. C'est de la violence. Ouais. Fait que moi, quand je vois quelque chose de violent, j'essaie de répondre avec violence. Ouais. Puis là, je ne veux pas non plus qu'on tombe dans un débat de « Ah, moi, je fais pas de pub, je suis meilleur que lui. » C'est pas une question de... C'est pas Martin Matt que je critique. Là. C'est la position politique qu'il a pris et les propos politiques. Ces pubs sont politiques. Ouais, c'est politique. C'est pas comme on dit tantôt, c'est pas la culture du vide. Là. C'est pas du divertissement. Il y a foule de messages. On prendrait une pub et on l'analysait, là. Ouais. Tabarnak, c'est violent. C'est violent ce que ça dit. Fait que moi, je suis pas meilleur qu'un autre. Là. Fait que souvent, on dit « Ah, moi, je fais pas de pub, je suis bon. Lui, il fait de la pub, il est pas bon. » C'est pas ça. Je fais juste critiquer les propos politiques véhiculés par les pubs et par les artistes qui engraissent ces causes-là. Tu trouves-tu que ton message avait quand même réussi à bien passer? Ou que selon certaines personnes... Ça a tout de suite tourné à la... il se prend meilleur que quelqu'un... Il se pense meilleur que quelqu'un C'est souvent ça, oui. Évidemment, c'est que Guillaume, il a plus mangé de la claque que moi, parce qu'il est plus connu que moi. Là. Il est plus connu que moi, puis encore là... Excuse de te couper, mais moi, il y a un titre, ça aurait fait rire. Un humoriste se fait... En tout cas, un humoriste se fait congédier en affaire de même. C'est pas Guillaume Wagner. C'est comme... Chris, ça, excuse, mais c'est drôle. C'est pas ça. Ouais, c'était un humoriste, entre parenthèses, pas Guillaume Wagner.
Ça fait congédier pour avoir... Mais en plus, c'est même pas vrai. L'affaire de Radio-Canada, ça avait pas rapport avec Martin Matt. Ça n'a même pas rapport. Ouais. Mais excuse, continue. Là. Si ton message avait bien passé. Fait que, il y a certaines... Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié, puis tout ça. Puis évidemment, là, en 500 mots, tu sais, moi, pour... C'est pas venu... Comme ça, là, je dis, j'ai lu des livres qui m'ont montré que, OK, c'est ça, la violence cachée derrière la publicité. C'est pas moi, je me suis levé un matin puis j'ai fait je vais... Non. J'ai lu comme, tu sais, une dizaine de livres de 300 pages pour comprendre ça. Fait qu'évidemment, moi, j'écris un texte de 500 mots. Si des gens lisent ça puis ils se sont jamais questionnés là-dessus puis ils l'aiment beaucoup, je comprends qu'ils comprennent pas tout de suite. Toi, tu peux voir plus rapidement le sous-texte en arrière de... C'est ça, parce que j'ai pris le temps de le faire, puis je suis pas meilleur qu'un autre. Là. Fait que oui, ça l'a choqué bien gros des gens, mais il y a beaucoup de gens aussi qui étaient bien contents, puis merci, puis il faut en parler. Fait que j'en ai parlé un petit peu à ma façon. Guillaume, il en a parlé, lui, sur un autre angle. Puis il en a parlé à sa façon aussi. Puis continuons à en parler. Puis aussi, il y avait un petit côté défendu aussi de c'est le fun de critiquer les gens que tout le monde aime. Ouais. C'est le fun de critiquer ceux qui sont au sommet. Moi, je trouve ça bien plus drôle de faire une chronique sarcastique sur Martin. Puis, le titre de ma chronique, c'était « Parrain-non Martin Matt ». Ouais. J'étais pas... c'était caustique, c'était sarcastique, mais je m'attaquais pas à sa vie privée. Je disais pas que lui, c'était pas une bonne personne. Là. Je critiquais ses choix politiques. Ouais. Puis, c'est ça. Parce qu'il faut pas oublier, c'est à quoi ça sert de la publicité? Ça crée des mythes. La publicité, attends, pour des produits, là, mettons, pour une publicité pour une canette de Coke, là, ben, le but de ça, c'est de nous faire oublier son processus de fabrication. C'est-à-dire, la publicité va juste faire en sorte que, par le mythe que ça crée, la canette de Coke descend sur ta table comme si c'était Dieu qui l'avait chié, puis c'était juste beau, puis c'était limpide, puis c'était immaculé. La publicité, c'est du kitsch, c'est l'humanité sans la merde. Mais quand tu étudies le processus de fabrication d'une canette de Coke, là, tu te rends compte de toute la violence qui est dissimulée par la publicité. La face cachée. La face cachée, c'est ça. C'est ça. Fait que je pense que c'est... moi, c'est ce que j'aime faire, tu sais. Mais c'est ça, mais tu sais, Ben moi, c'est ça que je trouvais un peu plate, peut-être parce que je suis peut-être moins le public cible ou l'enfant de main. C'est vrai que moi, je l'avais pas catché, tu sais. Là, c'est clair, ben, si tu m'en parles, c'est face à face, tu sais. J'avais essayé de la lire, la chronique, puis on dirait que j'avais comme mal compris ça. Fait que, tu sais, je me disais, est-ce que le public le message avait réussi à bien passer? Parce que, tu sais, moi, tout, en y repensant, tu sais, j'ai rien contre le monde qui font de la pub. Moi-même, j'aimerais ça en faire, mais dépend c'est quoi, puis... et à quel prix, là, tu sais. Puis non, je parle pas juste d'argent, mais je parle aussi d'intégrité, là, tu sais. Parce que c'est vrai, si tu checkes Maxi en arrière, ils ont Joe Fresh, c'est la marque de linge que... Il y a plein d'Indiens au Bangladesh. Qui crèvent là-dedans. C'est ça. Mais ça, dans la publicité, ils n'en parleront pas. Là. Ils vont pas aller au Rana Plaza et dire il y a 1500 personnes qui n'ont pas pu évacuer cet immeuble parce qu'ils étaient enchaînés à leur bureau de travail. Si c'était une vraie pub, ils diraient ça aussi. Puis honnêtement, ça me dérangerait pas, mettons, qu'ils fassent la pub, mais qu'ils soient au courant puis fait comme ben ouais, je sais, mais gars, je m'en calisse. Puis là, je ferais comme bon, ben, c'est pas un trou de cul. Il le sait, il est tout courant. Mais trou de cul ou pas, c'est ça. Je veux pas être dans une affaire de moralité, là, parce que souvent, ça tombe tout le temps le débat de tu te prends pour qui, t'es meilleur que lui. Je dis, c'est quoi une pub, c'est ça. C'est ça. Mais toi, t'en as refusé des pubs, je pense? Oui. OK. Oui. Ouais. Oui, puis c'est... de toute façon... ce serait impossible que je fasse cet humour-là en faisant des... Ouais, c'est ça, tu perdrais tout. Je suis pas tout le temps... Je peux pas être aussi cohérent que je le voudrais, mais je veux pas être hypocrite, par contre. Ouais. Si on en revient pour ton livre, la préface, c'était faite par François Havard. Ouais. C'est cool, ça, man. Ouais, vraiment. On n'est pas des amis proches. OK, ouais. Il m'avait écrit l'année passée, suite à... Je sais pas trop quoi, j'avais écrit un texte, je pense, contre le gala Artis, qui portait justement le titre de mon livre. Le titre de mon livre, c'était « Une pipée d'opium ». C'est une pipée d'opium pour les enfants.
Puis ce texte-là va être dans le livre aussi, j'ai retravaillé. Puis il m'avait écrit, puis il m'avait dit que il avait lu certaines sorties publiques que j'avais faites contre certaines choses, puis il disait que ça y faisait du bien, tu sais. Ah ouais? Ouais, mais je trouve ça vraiment gentil qu'ils m'écrivent comme ça. Puis après ça, ben, je me cherchais quelqu'un qui fitait pour... puis son livre aussi, Avare Chronique, c'était beaucoup de ses... c'est un livre qu'il a publié où c'était un best-of de ses chroniques. Qui avait fait chronique écrit. Puis ça m'avait bien gros inspiré, j'avais vu ça il y a longtemps. Fait que ouais, puis je me dis, ça me semble ça fit. J'aime sa plume, c'est quelqu'un aussi qui peut être baveux, irrévérencieux. Fait que j'ai demandé, il m'a dit, je vais lire le livre avant. Fait que j'ai envoyé le livre, il l'a lu, il a dit qu'il aimait ça. Fait qu'il m'a écrit une préface baveuse, mais touchante. Ouais. Je suis bien content. Ouais. Puis c'est ça, ça va sortir quand, ça? C'est le... 1er novembre. Le 1er novembre, ouais. OK. Pas mal dans beaucoup de librairies. Dans toutes les librairies? Je sais pas de toutes, mais dans plusieurs. OK. Puis, fait que c'est ça, mais mettons, on veut savoir, y a une façon de savoir comment ou... Ben, là, il y en a des centaines de librairies. Ouais, qui iront check. Ça paraît-tu à quel point j'ai pas été d'une librairie, oui? J'imagine qu'il y a des sites internet où tu peux appeler ou... Ouais, OK. J'essayais de... Mais c'est ça. Mais, ouais, ça, moi, j'ai une bibliothèque, c'est pour montrer... j'ai acheté des livres, c'est ça. Je les ai pas lus encore, mais... Des livres qui ressemblent à des DVD? Ah ouais, non, ils sont juste en dessous. Il y a un dictionnaire pis tout, là. Mais ça, c'est mon père qui me l'a donné parce qu'il est prof. Puis il se soucie peut-être... mais c'est ça. Vu qu'on est amis Facebook, il voit qu'à quel point que je check pas souvent mes mots dans le dictionnaire. Ouais, t'as un show que t'es en train de faire avec Christian Vanasse. Ouais. C'est cool, ça. Ouais. Puis c'est nouveau, ça? C'est-tu du nouveau matériel? Oui, pas mal. Ça ressemble à quoi, ce show-là? C'est vraiment 2,45 minutes. OK. Je sais pas comment ça s'est fait. Je pense que c'est lui, c'est Christian qui m'a demandé une fois de faire un show ensemble. Ça avait bien été. Fait qu'après ça, on a pris. C'est autoproduit. C'est moi puis Christian. Il n'y a pas de producteur derrière ça. C'est moi puis Christian qui faisons les démarches. Fait que les billets sont moins chers. Puis on est dans des petites salles à travers le Québec. On va à Valleyfield, Drummondville, Trois-Rivières. Ouais, à Sainte-Paix puis à la Factory, c'est ça? Ouais, tout à fait. Puis on se promène. Puis, c'est vraiment un bon gars, Christian. Puis, il était dans les apartistes, lui. Il était encore dans les apartistes. Ah, OK, c'est lui, là. OK. OK. C'est un bon show qui se complète bien. Ouais. Puis les deux, I guess, vous êtes un peu peut-être dans le même style sans faire la même affaire, c'est ça? On n'a pas le même style. Non, on n'a pas le même style. On peut avoir on est de la même famille politique. Ah, OK, ouais, ça. Mais sur scène, non, on n'est pas dans le même style. OK. On n'a pas... on n'exploite pas l'humour de la même façon. OK. C'est pour ça que ça... Puis on n'aborde pas les mêmes sujets non plus. Ouais. Fait que lui aborde des sujets que j'aborde pas et vice-versa. Ouais. Et puis on n'a pas le même rythme, on n'a pas la même folie non plus. Ouais, ça serait quand même ordinaire c'est ça. D'avoir attends, deux humoristes qui font parler de la légalisation de la marijuana comme que d'un fois dans les soirées de rodage peut arriver maintenant. Ouais, quand il y a des sujets à la mode. Oh oui, tout le monde saute sur le sujet. Ouais, c'est ça. Ben, c'est là que tu vois si t'es original. Hein? Ouais. Ouais, mais c'est vrai en même temps. Puis l'avantage de ça, c'est que si tu parles d'un sujet qui fait les manchettes dont tout le monde a parlé, tes prémices peuvent être plus courtes parce que les gens sont déjà au courant. C'est pas comme parler d'un sujet, mettons, je vais faire un 10 minutes sur le néolibéralisme. Premièrement, qu'est-ce que le néolibéralisme? Puis où tu t'en vas avec ça, puis écrire ça à de la plate. Ouais. Mais s'il y a déjà une pédagogie de fait, comme là, la légalisation du cannabis, on en parle déjà beaucoup. Fait que tu peux aller plus vite au punch aussi, parce que là, les gens sont déjà au courant. Les prémices sont plus courtes. Ouais, c'est ça. T'es moins obligé d'expliquer, tu sais. Ouais. Fait que ça peut être le fun aussi. Mais faut que tu sois plus original, par contre. Ça, c'est... Fait que c'est d'autres difficultés. Mais c'est un beau défi, là, tu sais. Absolument. En même temps. Ben, c'est notre job. Ouais. Moi, je sais pas si toi, c'était le même, là, mais moi, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai tout le temps pensé que j'étais comme
un retardé un peu ou un affaire de même, à cause j'ai tout le temps pensé les choses d'une différente façon, puis il n'y a jamais de monde qui me comprenait vraiment, puis là, il fait, tu sais, je disais de quoi, puis il faisait, comment t'es arrivé à ça dans ton cerveau, là, tu sais, c'est quoi les liens que t'as fait, puis j'ai tout le temps pensé que j'étais un gros retardé à cause de ça, puis là, aujourd'hui, je vois à quel point c'est mon point fort, là, tu sais, parce que je vois pas la même chose, je vois pas la vie de la même façon que les autres, tu sais, c'est quoi que toi tu vois un peu, parce que c'est un peu ça, tu sais, l'humour de réussir à faire comprendre à ton public c'est comment que tu vois la vie à travers tes yeux. Là, tu sais. Tout à fait. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on peut se sentir... Oui, le but de l'humour, c'est d'avoir des angles originaux puis de voir la vie différemment. Puis sur scène, c'est valorisé, mais quand tu as ces visions-là dans la vie de tous les jours et tout ça, un sentiment, une vision plus marginale, ben ouais. Tu peux te faire ostraciser, intimider. Ouais, tout à fait, surtout dans notre société où tabarnouche, on est assez conservateur quand même, puis la marche à suivre est assez claire, là. Je veux dire, on est crissement bien dompté au Québec, là. Ouais. Je trouve qu'on est on a du beau monde, là, mais on est bien socialisé, on est bien scolarisé dans l'aspect péjoratif de la chose. Là. Okay. Tu vas à l'école, puis déjà là, ils t'apprennent à comment obéir. Là. C'est pas pour rien. Tu entends une cloche, tu te lèves. Tu as 15 minutes de récréation. La cloche sonne, tu te mets en rang. On est rodé en esti dès l'école. Là. Ouais. Puis j'entendais dans le podcast avec Guillaume Wagner, il y avait une entrevue avec... celui qui est anarchiste, Francis Dupuis-Déry. Ah ouais, aussi la manière... il est cool, lui. Ouais, il est le fun. J'ai écouté le début du podcast, là, puis ça avait de l'air bon. Une couple de ses livres, il est bien le fun. Puis il écrit pour Ricochet, là, si tu veux. Il écrit des bons articles. Ouais. Puis lui, il parlait de ça justement aussi, de la manière qu'on est embrigadé. Il y a la cloche, il y a se mettre en rang. Il y a aussi de nous enseigner à voter pour un genre de représentant. C'est ça, enseigner la politique à l'école. Tu votes pour un élu, un petit enfant, il va aller voir le directeur pour représenter tes droits au lieu de... Il dit, bon, on aurait pu aussi apprendre aux élèves à l'école à comment faire une ligne de piquetage, à boycotter des choses, comment organiser une manifestation, comment organiser une pétition. Ça, c'est de la politique. Ah ouais. Mais ça, on le fait pas. On va juste les apprendre à voter pour une personne. Fait que déjà là, on est embrigadé dans le vote, la cloche, se mettre en rang, se laver la main, la hiérarchie. C'est beaucoup aussi sur la mémoire. Ceux qui ont une bonne mémoire à l'école, ils vont écouter ce que le prof dit, ils vont l'emmagasiner, mais des gens peut-être des fois comme toi qui ont une vision plus marginale ou qui vont remettre en question 2 + 2 = 4 parce que toi, tu le vois d'un point de vue du LSD, comme on disait tantôt. Tu fais comme, non, madame, ça peut égaler 5 parce que, tu sais, des fois, si tu calcules ça en 4 d'acide, tu sais, elle va te jeter de l'eau bénite d'en face, là, tu sais. C'est pas tous les profs qui encouragent la dissidence et l'originalité. Ouais. L'originalité en société est rarement valorisée. Ouais. De la manière qu'on s'habille, de la manière qu'on marche, de la manière qu'on parle. Quelqu'un va parler trop bien, t'es un péteux de brou. Quelqu'un qui va parler un peu moins bien, il est pas cultivé. Comme Gilles Duceppe qui a envoyé chier Manon Massé parce qu'il disait qu'elle s'exprimait pas super bien. Mais c'est comme des exemples là, banals. Là, Ben, ouais. C'est comme si maintenant tu marques une opinion, je sais pas, sur Facebook, puis il y en a qui vont faire comme « Ouais, ben t'as oublié de mettre un S! » C'est comme moi, mais ça enlève pas au message que j'essayais de te faire passer, là, crise de truie. C'est une façon de le voir. Non, mais ben oui, je suis d'accord avec toi que c'est juste des petits pointilleux de t'oublier de mettre un S. Là, mais d'un autre côté, c'est bien aussi de savoir bien écrire et bien s'exprimer. Ben oui, c'est là, sûr. Je suis pas en train de... Mais des petits mangeux de marde font comme... juste parce que enlever toute la crédibilité à ton propos parce que t'as oublié un S. Là, c'est ça le point que j'essaie de dire. Oh, oui, je suis bien d'accord. Toi, t'as-tu tout le temps été de même, tu sais, quand t'as commencé en humour, tu sais, d'être engagé, de vouloir, tu sais, de critiquer la société, ça a-tu tout le temps... Oui, ben j'ai toujours eu ce désir de l'irrévérence. Ouais, dès le secondaire. Okay. Ouais, ben moi, l'humour qui m'a toujours... Même avant de faire l'humour, t'étais... C'est ça l'a changé, parce que tu sais, j'avais pas la même irrévérence à 15 ans que maintenant à 34 ans. J'avais pas les mêmes cibles. Ouais. Mais oui, je m'en rappelle mon premier spectacle au secondaire que j'ai fait, en 4e secondaire. J'avais une critique désastreuse du prof de pastoral
qui avait dit que ça se disait pas sur les scènes d'une école et que je devrais pas avoir accès à un micro puis que c'est des propos violents et irrévérencieux. J'ai fait, en secondaire 4, je sais que ça veut dire, c'est irrévérencieux. Fait que j'allais dans le dictionnaire. Puis là, j'avais lu la définition d'irrévérencieux, tu sais, qui tient des propos caustiques en dehors de la bonne moralité de la société. J'ai fait, waouh, c'est ça que je veux être, moi, dans la vie. Ça m'avait bien inspiré. T'as pas fait, c'est que ça veut dire caustique. On retourne avec... ça aurait été plus mon... J'aurais dit, ta merde, j'ai ça le français. Je serais parti fumer du pot. Une autre façon de voir la vie. Aussi. C'est l'école de la vie. Ouais, c'est l'école de la vie. Exactement. Il y a des belles choses. On rit souvent de ça, mais il y a des belles choses aussi en dehors de l'école. Là. Moi non plus, là, je suis pas... Mais quand t'as eu, maintenant cette critique-là du prof, tes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça? Ils t'encourageaient-tu là-dedans? Ils faisaient, non, elle comprend rien, elle, c'est une folle. Puis, c'est un gars. C'est un gars, okay. Là, c'est dans le journal étudiant. Là, c'est dans le journal étudiant, mais déjà là, j'avais cette envie-là de... Avec le petit bagage que j'avais à l'époque, de brasser. J'ai toujours aimé un humour qui brasse, frapper là où ça fait mal. Aller un peu à contre-courant. Mais c'est ça qui me fait rire. Ça dépend aussi lequel contre-courant. Devant certains publics, tu peux être dans le même courant qu'eux autres. Je veux pas non plus toujours être à contre-courant. Moi, des fois, ça me fait plaisir d'obéir. Des fois, ça me fait plaisir d'être consensuel. Ça dépend quel propos. Là. Il y a des affaires qui me font plaisir de suivre la majorité. Là. Je veux pas être irrévérencieux juste pour être irrévérencieux non plus. Là. Mais en humour, je trouve que c'est le rôle de l'humoriste d'être un citoyen ingouvernable, un mouton noir, un petit Chris, un mal poli. Penses-tu que, maintenant, qu'un humoriste devrait être engagé, tu sais? Engagé... en fait, moi, j'ai tout le temps dit que tous les humoristes sont engagés. Comme on disait tantôt, tu parlais sur Instagram, le vide. C'est rare qu'un humoriste parle de vide. Il y a toujours une vision de la société. Si tu parlais tantôt, tu avais une autre vision de la société, c'est une forme d'engagement. C'est une forme, tu disais, j'ai ma façon à moi de voir le monde. C'est un engagement, ça. Tu proposes aux gens de voir le monde différemment. C'est une forme d'engagement. C'est pas parce que tu dis pas le mot néolibéraliste ou capitaliste ou tu n'as pas un propos politique en utilisant le mot politique que tu n'es pas engagé. Fait qu'il y a différentes formes d'engagement. Puis aussi, tu peux être engagé à gauche, puis aussi, tu peux être engagé à droite. Des fois, il y a des humoristes ultra engagés, mais c'est juste qu'ils sont plus dans le courant de la société, puis on se rend pas compte des propos politiques qu'ils ont. Ils font juste reconduire l'ordre social. Ils font juste normaliser la violence, puis sans qu'on s'en rende compte. Tu me contes une anecdote, toi, un ton une anecdote cocasse. Je suis allé dans un tout inclus dans le sud, puis j'ai chié dans le filtreur de la piscine. Je me suis saoulé. Il y avait une femme de ménage. J'ai pris l'avion. Chris, il y a plein de propos politiques là-dedans. Là. On parle d'exploitation du Sud, on parle de l'avion, réchauffement climatique, on parle des femmes de ménage exploitées, il y a plein de propos politiques, c'est juste que tu veux juste le normaliser. Fait que c'est ultra politique, une anecdote de tout inclus dans le Sud. Mais... Fait que c'est une forme d'engagement. Mais par exemple, trouves-tu ça lourd, maintenant, de tout le temps voir ce côté-là? Non, mais c'est parce qu'on dirait que, tu sais, moi, dans ma... Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, là, mais tu sais, tout le temps penser à ça, à un moment donné, c'est comme tu réussis à décrocher, tu sais. Oui, j'écoute un super presque parfait. Oui, mais comme on disait tantôt, on a chacun notre spécialité en humour. Moi, ce que j'aime faire, c'est de voir justement la violence ou des choses qui sont crissement pas normales, mais qui nous sont vendues de façon normale. Ça, je disais tantôt, je suis un peu un faux merde. Il y en a d'autres, leur spécialité, ça va être d'autres choses. Ça va être... mais je pense que tous les humoristes, le but ultime, c'est de faire voir le monde derrière le monde. Mais ma tante... mais je le fais puis des fois à différents degrés. Mais puis des fois aussi, j'ai pas la culture nécessaire pour tout voir comme je voudrais. La majorité des choses me passent par-dessus la tête. Là. Puis, fait que maintenant... Mais par exemple, qui sont... Tu sais, on parle maintenant plus de, je sais pas, de parler, de vraiment critiquer le système social, puis critiquer, tu sais, comme toi, tu le fais. Penses-tu que ça serait de quoi que les humoristes... C'est quoi qui manque aux humoristes, tu sais, ça? Ou aux artistes, point, tu sais. Qui manque, ouais.
serait prétentieux de ma part, là. Ce qui... Ben, en tout cas, aux artistes... Ben, en général, oui, je trouve qu'en humour, on est... Les humoristes au Québec sont assez choyés. Ouais. Dès que tu as un peu de succès, tu gravis l'échelle sociale. Fait que tu t'es rendu en haut de l'échelle sociale parce que tu t'es médiatisé, tu fais beaucoup d'argent. T'as une tribune. Fait qu'après ça, quand tu es en haut de l'échelle, ben, tu te déconnectes de la base, là, c'est sûr. Là. Fait que oui, je trouve qu'en général, les humoristes, puis je m'inclus là-dedans aussi. Ouais, là. ouais. Moi aussi, là, je suis pas... Je parle en tant que fan, puis en tant qu'humoriste aussi, puis en tant que moi-même aussi. On est beaucoup dans le courant de la société. Je trouve pas qu'on prend beaucoup de risques, qu'on est assez irrévérencieux. Tu sais, on parle beaucoup de liberté d'expression, mais il y a certaines soirées d'humour dans les bars, on a la liberté d'expression. Ouais. Puis, c'est ça que t'en fais, la liberté d'expression. Tu sais? Je veux dire, on se bat pour quelque chose qu'on n'utilise pas ou très peu. Ou pour frapper sur des cibles, des fois un peu faciles. Ou, Moi, on peut rire de tout, hein. Moi, on peut rire de tout, mais ça dépend de l'angle, évidemment. Ouais. Fait que, mais pas n'importe comment, tu sais. Je veux dire n'importe quoi, n'importe quand, c'est pas de la liberté d'expression, c'est le syndrome de Tourette. Fait que je trouve en général, on évite les humoristes, ou ben non, tu sais, des fois dans la relève, il va y avoir des affaires audacieuses, originales, mais qui sont rapidement rachetées par le star system. Puis là, ils avalent la culture de masse, puis ils vont se tranquilliser. Mais il y a des belles choses qui se font en humour. Là. Moi, il y a du monde que j'aime beaucoup. Là. Mais dès que tu as du succès, un peu de succès, c'est bien rare, les artistes qui continuent d'avoir du mordant. Là. Je trouve que les humoristes, c'est plus un dentier qu'ils ont. Là. Ils enlèvent leur dentier, ils mettent ça dans leur eau, ils se lèvent le matin. Puis ils sont dans leur chalet dans les Laurentides, puis ils écrivent leur numéro d'humour. Puis là, ils envoient ça à un jeune auteur qui va rajouter des punchs là-dedans, puis qui va tout enlever les références à leur style de vie bourgeois. Il va dire, là, mon anecdote là, de riche, transforme ça en classe moyenne là, pour que le public se reconnaisse là-dedans, puis que j'aille pas l'air d'un gros manger de marde rempli de truffes. C'est ça qui arrive. Les humoristes en haut de l'échelle engagent des jeunes auteurs pour transformer leur anecdote de parvenu bourgeois en anecdote normale de classe moyenne. C'est vrai que tu vois ça. Pas tout le monde, pas tout le temps. Mais il y en a certains qui le font. Fait que ouais, je pense que... Ben, c'est une critique qui s'applique pas juste à l'humour. Là. C'est l'industrie culturelle. Dès qu'on emploie le mot normal, puis on se pose pas de questions, l'industrie de l'humour. Je trouve ça normal d'appartenir à une industrie. C'est quoi une industrie? C'est l'exploitation des matières premières. C'est ça que ça fait une industrie. Ça exploite les matières premières. Dans le cas de l'industrie de l'humour, c'est quoi la matière première? C'est le cerveau des humoristes. Fait qu'on est là, je participe à l'industrie de l'humour. Puis on est là, puis on va dans un gala, puis on est là comme des hosties niaiseux, puis on questionne pas ça. Toutes les valeurs qui sont véhiculées là, puis on est comme des hosties de robots, pas de dents dans la bouche, puis on a de l'air révérencieux, puis on va avoir la liberté d'expression, puis tabarnak! On participe à une industrie de l'humour. Déjà là, quand tu fais partie d'une industrie, fuck off la liberté d'expression. Tu t'en as plus, là. Puis on normalise, puis on trouve ça normal. On trouve ça normal. Ce qu'on veut, c'est avoir un petit trophée. Puis je les comprends, les gens, d'être contents d'être en nomination. L'être humain, je le comprends. Moi aussi, là, déjà de gagner des prix dans ma vie, puis c'est valorisant, puis c'est le fun. Fait que c'est pas, encore là, comme je disais tantôt par rapport à la pub, c'est pas l'être humain ou l'humoriste, le problème. Juste la personne. Il est un peu le problème parce que des fois, il peut y participer sans le remettre en question. Mais c'est pas juste, c'est quelque chose de sociétal. Là. C'est ensemble qu'il faut qu'on se parle. Parce que je me dis, on s'en va où avec l'humour? C'est quoi notre but ultime? Ben, la seule réponse que j'ai, c'est la croissance. On dénonce la croissance, on dit la croissance là, est en train de tuer la planète Terre, est en train de la croissance économique dans un univers, dans une planète finie, ben, ça tue la planète Terre en ce moment. Le réchauffement climatique, les écosystèmes. Mais nous, en tant qu'artistes, c'est ça qu'on prône aussi, l'hostie de croissance. Le nombre de billets vendus, le nombre de clics sur Internet, la popularité, tout ça, c'est croissance. Ma personnalité, je veux croître, je veux être médiatisé. On vit juste la croissance. Ben, nous autres aussi, pour participer à un autre monde meilleur, il faudrait arrêter de viser la croissance. Parce qu'on se valorise là-dessus. C'est rendu là, aux Oliviers, on donne un trophée à celui qui a vendu le plus de billets.
En tabarnak! Alors, vas-tu donner un prix Nobel à la personne la plus riche au monde? Dis à quel point que c'est... On est rendu où là-dedans? Voici un trophée pour avoir vendu le plus de billets. On se dit pas si le show il est bon, si le show il est... Non. On récompense celui qui a vendu le plus de billets, celui ou celle. C'est complètement stupide. Puis on avale ça, puis on est là... Puis on passe à... On fait une belle pub pour notre industrie. Tout ça, c'est pour faire plaisir à quoi? Aux corporations qui achètent de la publicité pendant le gala. On est là, puis on est bien dompté, puis on applaudit aux pauses, puis on se pense irrévérencieux. Mais tu regardes ça, là, je veux dire, c'est formaté, là, le gala des Oliviers. Là. C'est des hommes et des femmes d'affaires bien domptés qui vont pas raconter des jokes, mais compter des jokes. Ouais. Ça revient pas, tu sais. Mais c'est plus fait pour vendre des billets, me semble. Ben c'est ça, encore la croissance. On est déjà au top. Je veux dire, un billet sur 4 qui est vendu au Québec pour des spectacles, là, ben 1 sur 4, c'est pour de l'humour. On est déjà au top. Dans les 10 shows les plus rentables de l'année, il y en a tout le temps, dans le top 10, il y en a tout le temps 7 que c'est des shows d'humour. On est déjà au top. Puis en plus, ils nous font un gala, il nous faut des trophées. Pourquoi? Bon, on s'en va où avec ça? Mais toi, qu'est-ce que t'aimes pas dans le fait de vendre des billets ou que ça vend des billets? C'est-tu le fait qu'ils vont s'associer à des compagnies de pub après? Mais non, c'est la manière de penser qui est derrière ça. C'est que si, évidemment, s'il y a un artiste qui crée un super bon spectacle puis qui vend plein de billets, ben, tant mieux pour lui ou elle. Là. C'est pas, je vais pas dire, hey, t'as vendu. Ça, à un moment donné aussi, c'est pas de la faute de l'artiste. S'il y a un bon spectacle, c'est un bon spectacle, puis je suis bien content. Mais parce qu'à un moment donné, c'est quand on donne des trophées pour ça, puis on dit la norme en humour, c'est 100 000 billets vendus. Si tu vends pas 100 000 billets, ton show, il est pas bon. Fait que dans ton écriture, l'industrie va valoriser le 100 000 billets. Fait que ça devient pas juste genre, ah yes, par hasard, j'ai eu 100 000 billets. Non, c'est quand t'écris, pense à tes 100 000 billets. Écris un spectacle qui va plaire à 100 000 personnes. Fait que ça, c'est pas le même processus créatif, là. Fait que tu vas te censurer. Il y a plein de sujets dont tu parleras pas parce que tu dis ça intéresse pas les gens. Fait que quand tu veux vendre des saucisses, quand tu veux vendre des billets, ben, tu t'arranges pour que ça goûte, ça soit gras, salé puis sucré. Ben, si ça marche comme ça en nourriture, ça marche comme ça en art aussi. Fait que c'est juste de normaliser ça, de dire il faut le 100 000 billets. Fait que c'est pas, je dis pas que dès que tu vends 100 000 billets, t'es pas correct. Mais c'est la culture derrière ça. C'est si tu fais pas ça, t'es pas correct. Puis le trophée, c'est ça que ça fait. Ça fait comme, toi, t'es hot, toi, t'as fait ça. Mais moi, j'ai vu des spectacles qui a vendu 20 billets qui étaient 10 fois meilleurs que le spectacle très grand public à 300 000. Ouais, moi, c'est ça que j'aime pas des Oliviers. Là, c'est ça. C'est parce que tantôt, tu disais que tu te sentais, quand tu étais jeune, tu te sentais des fois à part ou marginalisé. Tu avais des visions différentes. Ben, ces gars-là, c'est ça que ça fait. Ça fait juste... ça veut dire, ça, là, l'humour, c'est ça. Ça l'encadre, l'humour. Puis quand tu as un humour qui est en dehors de ça, ben, t'es pas correct, t'es marginalisé. C'est vraiment comme une cour de récréation. Faut que tu sois comme des enfants fous qui courent, là, puis il faut qu'ils soient habillés de telle manière. Regarde là, ils ont comme un code vestimentaire, ils ont des sujets préétablis. Il y a tout le temps, il y a comme une façon de penser très, très carrée. Puis si un numéro va égratigner telle personne ou tel commanditaire ou tel, ça passe pas à la télévision. Ouais, ça, c'est formaté, là, c'est formaté. Fait que c'est formaté, puis tu dis, c'est ça, l'humour. Quoi, c'est ça? C'est de la Au pire, ça serait dans l'autodérision, si on donnerait des faux trophées, si on ça serait un genre un petit roast ou quelque chose qu'on se met là, on se prend au sérieux. On est là avec notre hostie d'Olivier. On est censé être des moutons noirs, on est censé rire de ça. Au départ, les Oliviers, c'était ça aussi, c'est censé rire des gars-là, pas en faire l'ultime affaire. Moi, je trouve que ça nuit à l'humour, ça nuit à la créativité, ça nuit à la marginalité en art. Puis c'est juste là pour représenter les valeurs d'un troupeau de bourgeois. Ouais, mais en même temps, c'est ça. Si tu écris ton show en fonction d'aller chercher tes 100 000 billets, tes 300 000, tu sais, je me demande comment que ça peut être un produit proche de toi, tu sais. Ben, en tout cas, moi, pour ma part, je serais pas capable, là. Tu sais, je serais incapable de faire comme, OK, ouais, là, faudrait peut-être pas que je fasse chier personne. Chris, ma carrière était basée là-dessus. Fait que je me verrais mal faire comme. Mais non, du calcul, elles sont cool, les autres, finalement. Tu sais, genre, c'est sûr que ça marcherait pas, là. Mais ouais.
Mais c'est ça, Chris, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais des oliviers, tu l'as pas mal dit en ce moment, là. Ben, les oliviers, c'est que je suis humoriste, fait que ça me touche plus, mais je pourrais dire ça de n'importe quel gala, le gala artiste. Ouais, t'avais fait une chronique, je pense, sur celui gala artistique, ou sinon t'avais fait un statut, je m'en souviens plus, là, m'emmener, qui avait quand même été dans la controverse un peu. Ben oui, parce que c'est un sujet tabou au Québec, on les aime, nos vedettes, puis on les... On aime nos vedettes, puis on aime les trophées, puis on aime... le glamour, tout ça. Le glamour, tu sais. En plus, c'est qu'il y a plusieurs artistes qui participent à ça puis qui sont pas bien là-dedans. Tu sais. J'en ai de mes amis qui sont là-dedans. J'en ai des gens que j'adore dans ces galas-là. Là. Fait que, tu sais, des fois, je veux pas non plus dire que c'est du mauvais monde qui participe. Il y en a qui sont obligés. Il y en a... Puis ils arrivent là, puis je nommerai pas de nom, mais un ami à moi, un gars, il a fait faillite il y a pas longtemps. Puis il a participé à un gala, puis il y avait un tuxedo ultra cher qui a mis sur sa carte de crédit, puis il était là sur le tapis rouge, puis il venait de faire faillite, mais il était là bling-bling, puis tout ça. Fait que tu sais, faut que se forcer pour appartenir à un milieu dont on n'a même pas les moyens, mais pour représenter les valeurs. S'il est arrivé là comme ça, dans sa vraie vie, tu sais, hey, j'ai fait faillite, là, j'ai pas les moyens de m'acheter un tuxedo, j'ai pas les moyens d'être ici. Il serait arrivé en jeans. Mon enfant, hey, il est mal habillé, puis... Ouais, ça a été pourquoi il est mal habillé? Il est habillé comme un être humain, tabarnak. Ça a été Sophia Nolin version 2. Ben, entre autres, ces affaires-là de Sophia Nolin mal habillée. Mais c'est quoi? C'est quoi le rapport, c'est ça, fait que... ouais, fait que... Ça prend beaucoup de place, c'est ça l'affaire. Puis là, on va dire, ouais, mais Fred, si t'aimes pas ça, t'as qu'à pas la regarder. Au moins, si c'était juste à la télévision pendant 2 heures. Mais là, t'as ça dans les journaux, t'as ça à la radio, t'as ça dans Tout le monde en parle, t'as ça dans les entrevues, t'as ça sur les médias sociaux, Instagram. Puis là, ça se prend pour des rebelles parce qu'ils sont là en robe de bal ou en tuxedo, puis ils vont manger une poutine à la banquise après. Asti qu'on est anti-star system. Ouais, on ta gueule, Asti, t'es là avec ta poutine. Je suis libre. Fuck off, t'es pas libre, Esti. T'es un esti de mouton qui se pense libre. Et moi, je sais pas, des trophées, c'est plus une paire de ciseaux qui coupe l'être humain de la société qui l'a créé. OK. Ça met l'artiste sur un faux piédestal. C'est ça qu'on dénonce avec... Qu'est-ce qu'on dénonce avec la CAQ présentement? On dénonce les self-made men, hein? Les parvenus, les riches là, qui disent « Moi, j'ai fait fortune, fait que toi, force-toi, tu vas faire fortune. » Mais c'est un peu ça qu'on fait avec le trophée. Mais l'artiste qui est là, même s'il y a beaucoup de talent, ben cet artiste-là, avec son trophée, il serait pas là sans l'apport communautaire, sans l'apport de la société qui l'a aidé à être ce qu'il est, tu sais, ou ce qu'elle est. Fait que je trouve que ça fait juste isoler une personne. Puis en plus, ça dévalorise plus de gens que ça valorise. T'es en nomination dans une catégorie, t'as 5 nominations, il y en a un qui gagne, il y en a 4 en tabarnak. Puis là, t'as genre les autres comme moi qui a pas été pris pour le podcast. Qui est comme « Fuck you! Je méritais d'être nominé, tabarnak! » Ben ça, c'est une affaire d'ego mal placée, là. C'est de l'énergie, c'est de la dévalorisation que tu devrais pas avoir. Ouais. Ah, mais moi, non, pour vrai, moi, c'est que je m'en calisse, là. Je m'en crisse ben raide du trophée. Moi, je voulais juste être nominé comme ça. Ben oui, mais tout le monde dit ça. Non, mais il m'a t'expliqué pourquoi. C'est parce que si si j'avais été nominé, ben, tu sais, les invités que je veux avoir, on va dire genre Doc Mayou, là, tu sais, c'est pas c'est quoi un podcast, tu sais, là. Je suis sûr qu'il n'y a aucune idée c'est quoi. Fait que, tu sais, si je veux l'inviter, puis je fais comme « Bonjour, Dr. Bayou. » Puis là, je fais mon pitch, il va faire « C'est quoi ça, un podcast? » T'sais? Fait que si au moins j'ai comme une petite crédibilité que le gars-là aurait pu m'amener, ben là, tabarnak, c'est ça qu'il aurait pu faire en sorte qu'il vienne ici. Sinon... Ben là, si ça t'empêche d'inviter le Doc Mayou, tant mieux, est-ce Mais whatever, peu importe. Non, je niaisais, c'est une blague. Tu comprends ce que je veux dire? Oh oui. Oh oui. Ouais. Fait que... Oui, je comprends ça. Puis c'est ce que tu dis, c'est vrai aussi. Des fois, on dit qu'il faut être nuancé, deux côtés de la médaille. Ça, je le comprends aussi. Là, ça peut permettre à te mettre sur la map à des gens qui le sont pas. Puis je comprends, là. Ouais, mais en même temps... Je comprends, mais à quel prix, ça? Je veux dire, à quel prix? En même temps, moi, j'aurais trouvé ça drôle que, mettons, on va dire, je gagne le trophée, puis je crie « fuck et du calcul ». Je suis genre, direct à la TV, puis il y a plein de monde qui regarde ça. Ça, j'aurais trouvé ça drôle en tabarnak. Ben, ça peut s'arranger aussi, là. Des fois, TVA, ils sont live dehors, là. Ah, Colette à météo, d'un fois, là.
Bon. Je pense qu'on est en train, on a un projet, là. Ben, j'ai un projet. À moins que tu veux m'aider, là. Ben, c'est pour nuire à TVA. Je suis tout le temps disponible. Toi, t'étais pris à l'École nationale de l'humour. T'étais diplômé en 2005. Oui. T'as-tu aimé ça, l'école? Somme toute, j'ai-tu aimé ça? J'ai eu une relation amoureuse avec l'école, puisque j'étais un petit Chris, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Puis j'étais très idéaliste, puis moi j'allais là, plus pour être un artiste, puis tout ça. Fait que des fois, je me confrontais avec l'école, je disais, est-ce que vous nous apprenez un art ou un métier? Ouais. Alors, c'est un mélange des deux aussi, ce qu'ils nous apprennent là-bas. Fait que des fois, ça allait super bien, d'autres fois, moins bien. Mais somme toute, en toute modestie, je serais pas devenu humoriste si j'avais pas passé par l'école de l'humour. Ouais. Parce que j'avais pas le bagou qu'il faut pour un ton sans le bagage de l'école de l'humour pour aller dans les bars, comme Yannick Demartino a fait, ou tous ceux qui ont Julien, Mariana, tous ceux, je suis pas bon moi, là-dedans me faire des contacts comme ça, fait que ça le PR, fait que fait que l'école, surtout à l'âge que j'avais là, fait que l'école m'a beaucoup aidé. Puis je pense que tu avais déjà dit ça en entrevue. Tu disais qu'en plus, vu que tu venais de Rimouski, tu sais, juste de faire le saut jusqu'à Montréal, déjà là, tu sais, c'est épeurant. Là, oui, j'avais 19 ans. Là, j'avais jamais habité en appartement. Fait que là, t'as 19 ans, t'as fraîchement 19 ans, là, t'arrives, c'est de Rimouski à Montréal. Moi, c'était pas une autre ville, c'est un autre pays, là, à l'époque, là. Ouais. Fait que, puis l'école de l'humour, puis vie d'appartement. Fait que, oui, c'était beaucoup. Fait que j'étais content d'avoir l'école pour me partir. Puis surtout que j'ai fait, à 90% de choses que j'ai faites à l'école de l'humour, c'était vraiment mauvais. Ouais. Fait que pendant les 2 ans, là, ça n'avait pas de conséquences. Mettons, si j'avais fait ça dans les bars... Ouais. J'aurais abandonné. Fait que, pendant 2 ans, je me suis pété à gueule, puis je suis sorti de là avec 2 bons numéros. C'est les 2 seules affaires que j'ai faites de bons, là, tu sais. Ah ouais? Ben, quasiment, là, c'était... OK. Parce que j'étais vraiment dans l'absurde, dans le surréalisme, puis tout ça. Mais les 2 numéros, c'était correct. Je me suis trouvé un petit style, puis ça. Fait que ça, c'est les aspects que t'as bien aimés de l'école. Y en a-tu d'autres que t'aimais bien... de l'école? Oui, ben c'était le regard critique sur l'humour, parce que oui, on apprend des techniques d'humour, mais aussi on apprend à critiquer l'humour. Puis c'est le fait qu'on baigne là-dedans, ça nous enseigne aussi une certaine rigueur, des discussions sur l'humour, puis la tournée des spectacles, faire des shows. Surtout à l'époque, il y avait moins de soirées d'humour qu'aujourd'hui. Là. Non, c'est ça. Il n'y avait pas tant que ça. Les là, open mic, ça n'existait pas encore, ça. Un milieu anglophone un peu. Ouais. Il y avait quelques soirées d'humour à Montréal, mais... Il y avait Saint-Cyboire d'être. Ouais, Saint-Cyboire, puis une autre soirée. En tout cas, il y en avait peut-être 2-3 là, mais... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, puis j'ai rencontré ça te permet de faire des contacts, tu parles avec d'autres humoristes. Aussi, ça te met à jour de où on est rendu l'humour, là, qu'est-ce qui a été fait. Fait que dire ça a été fait, ben je vais le faire différemment. Ouais. Aujourd'hui, t'as recommanderais-tu l'école? Ben je dirais que c'est pas essentiel. C'est pas fais-le ou t'es pas un humoriste. Mais je trouve que ça dépend à quel âge, c'est quoi ton parcours. Ouais, c'est vrai. Moi, je dirais, ça vaut la peine d'aller à l'école avant d'aller à l'école de l'humour. Moi, je serais à recommencer, là, j'irai à l'école plus longtemps un peu. À l'école normale, là, j'irai à l'école un peu plus longtemps. Puis ensuite, j'irai à l'école de l'humour. Fait que ça vaut la peine quand même. C'est comment ça s'est passé, toi? T'as fini l'école secondaire, puis t'as été... Non, je suis allé au cégep 2 ans. OK, t'es allé au cégep. Mais j'étais pas très convaincu. Là, fait que c'est un genre de cégep... ouais, je vais suivre la masse. Ouais, un peu... m'avoir su, je regrette un peu d'avoir pas été plus rigoureux que ça. Okay. Cégep. Mais après ça, là, c'est ça. Là, après ça, j'ai fait l'audition de l'école de l'humour. Okay. Après 2 ans de cégep. Ouais, puis t'as été pris. Ouais. Mais ça dépend, c'est ça. Ça dépend, c'est quoi ton parcours, ta personnalité. Mais je dirais pas faut que tu aies absolument. Puis je vais pas non plus déconseiller les gens d'y aller. Ouais. Mais c'est ça dépend aussi. Parce qu'il y a du beau monde qui enseigne là. Ouais. Il y a du beau monde, du monde intelligent. Fait que... Il n'y a pas de formule parfaite. Hein? Ouais. Il n'y a pas de formule parfaite. Puis souvent, ceux qui marchent ou qui font une grosse carrière ou qui sont... c'est des gens avec un parcours qu'il ne faut pas imiter. Ils vont des champs, un Fred Pellerin. Ouais. Des bébites comme ça, il y en a une fois de temps en temps. Puis ils font tout
ce qu'il faut pas faire des fois, tu sais, soit dans leur carrière, dans leur façon de faire. Mais tu fais, ah, mon Dieu, ça, tu sais, tu pourrais pas enseigner ça, mais ils le font à leur façon, puis ils défient les lois, puis ça marche, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression, des fois, l'école, c'est quasiment un frein pour les humoristes aujourd'hui, là. Parce que, tu sais, avec tout le... Tu sais, avec tous les podcasts, avec toutes les soirées d'humour, le circuit d'humour qu'il y a, tu sais, il y a façon d'apprendre. En plus, tu n'apprends plus. Tu fais pas des personnages ou des enfants de main, c'est du stand-up maintenant que le monde font. Ben non, il y a des personnages, il y a plein de personnages. Sexy Légal, François Bellefeuille. Ouais, mais on parle de personnages de scène, tu sais. Ouais. On parle pas de Mario Jean avec sa grosse tête, là, avec, là, qu'il y a, là, tu sais, qui joue la mascotte ou un enfant de même, là. Tu sais, ou quelqu'un qui joue vraiment un personnage qui sort fantastique, là, tu sais. J'ai l'impression vraiment que n'importe qui est vraiment motivé, par exemple, là, tu sais, peut facilement peut réussir à travers le circuit de l'humour, là. Tu sais, t'as pas besoin d'aller payer 15 000 $ pour ça, puis encore moins, je sais pas, Ben, en même temps, qu'est-ce qui est le fun de se faire confronter à des affaires, c'est que des fois, ça fait encore plus te convaincre que ton idée est meilleure, là, tu sais, là. Ça dépend. Ben, moi, je suis pas aussi radical que toi. Moi, je trouve que les deux, oui, selon, comme j'ai dit, selon ton bagage, ta personnalité, tu peux aller dans les bars tout de suite ou passer par l'école. Comme moi, j'aurais pas pu passer par les bars tout de suite. Puis aussi, l'école, c'est que ça te permet de faire aussi des essais puis des erreurs, puis ça t'enseigne aussi à écrire pour la radio, la télé, la scène. Après ça, tu peux sortir de là. Puis, tu sais, je veux pas vendre l'école, mais je trouve que c'est une option à considérer. Moi, je dirais ça. C'est pas essentiel, mais c'est une option à considérer. C'est vrai que ça peut être cher, mais bon, c'est 2 ans. Puis après ça, aussi, ce qui aide, il y a un truc de placement, là. Il y a, dans les finissants, quand tu sors de l'école de l'humour, il y a une agence de booking un peu, l'école de l'humour. Ah ouais, ça. Moi, j'en connais qui ont quasiment remboursé leur école de l'humour, là. En faisant ça. En se faisant booker par l'école de l'humour, tu sais. Mais bon, c'est propre à chacun. Ouais. Ça dépend de ta démarche, ta personnalité. Toi, quand t'as terminé, t'es parti en voyage, genre? Ouais, moi, après l'école de l'humour, j'étais reparti vers Rimouski. OK. Puis je faisais de l'humour. J'ai créé un spectacle à Rimouski que j'ai produit moi-même. Après ça, oui, je suis parti voyager. Puis après ça, je suis revenu à Montréal en 2009. C'est quoi ton voyage, toi? C'est pas du pèlerinage, là, mais c'était... Non, mais c'était quoi? Genre, t'étais en Inde? En tout cas, au Vietnam, c'est ça? Oui, ben j'en ai fait dans ma vingtaine. Ouais, je trouve ça bien important. Maintenant, je voyage plus, là. OK. Pour différentes raisons environnementales et éthiques. Et c'est ça, mais dans ma vingtaine, ouais, c'était bien important pour moi de voyager. OK. Ouais, j'ai fait des super beaux voyages. Ça m'a vraiment donné confiance en l'être humain. Tu sais, moi, j'ai été dans marde dans tous mes voyages. OK, fait que dans plein de cultures différentes. C'était plus genre du backpack? Ouais, c'était backpacking. J'ai fait du pouce, j'ai fait plein d'affaires. Puis j'ai tout le temps été secouru. Même, j'avais pas d'argent, là, j'étais pas comme j'étais un occidental. Je suis un occidental touriste, là. veux pas, tu sais, je viens du Québec, t'arrives au Vietnam, t'as un niveau de vie un peu. Mais rendu là-bas, j'avais pas beaucoup d'argent non plus. Mais j'ai été dans la marde au Maroc, j'ai été dans la marde au Vietnam, j'ai été dans la marde en France, au BC, dans l'Ouest canadien. Puis toutes les religions, toutes les classes sociales, toutes les couleurs de peau, toute forme d'être humain, j'ai été secouru et aidé par toute forme d'être humain. Ah ouais. Fait que tu sais, des fois, quand on dit le choc des civilisations, puis les cultures, puis fuck off. C'est pas vrai, ça, là de dire, il y a des cultures qu'on peut... Non. Il y a toujours moyen de se parler. Fait que oui, j'ai été secouru par des femmes musulmans au Maroc. J'ai été secouru par des chaodaïstes vietnamiens. Eux autres, ils ont comme ange le Victor Hugo aussi. C'est comme une... Ils sont 1 million. Oui, ils sont complètement pétés. Pour vrai? Ils sont vraiment Victor pétés. Hugo, c'est leur religion? Victor Hugo, Jeanne d'Arc, plein de personnages. C'est des chaodaïstes. Ils ont comme j'ai visité des pagodes chaodaïstes. Puis, fait que, tu sais... c'est bien drôle, ça. Ben, parce qu'eux autres, ils ont été... la France a essayé de coloniser le Vietnam. Ils ont voulu le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Ils voulaient faire ce qu'ils appelaient à l'époque l'Indochine, l'inspiration du nom du groupe de musique, là. Ils ont voulu faire l'Indochine. Fait que les plus vieux parlent français au Vietnam.
Ah, ouais. Ouais, mais là, les plus jeunes parlent tout anglais, là, mais il y a certaines personnes plus vieilles là, qui parlaient... Avant que les États-Unis envahissent le Vietnam, là, la France voulait faire l'Indochine. Après ça, ils sont allés en Afrique pour faire la France-Afrique. Ouais. En tout cas, on a fait bien de la merde. Ouais. Mais c'est comme, attends, la fois que t'as été le plus dans la marde là-dedans? Ça se raconte-tu ou... Plus dans... Ben, ça dépend des... Mais c'était vraiment cool, tu sais. Est-ce que j'aime ça quand ça commence à... Ben, c'était cool, là, tu sais. Non, mais tu sais, quand j'ai traversé le BC sur le pouce, là, avec ma tante, tu sais, j'avais 20$ dans les poches, puis là, je plantais ma tante sur le bord de l'autoroute, puis là, fallait pas que je me fasse voir, puis me faisais embarquer par toutes sortes d'êtres humains, là, des traqueurs péruviens qui chauffaient en sandales ou des traqueurs de l'Alberta qui fumaient des tops, qui écoutaient du country, puis c'était vraiment cool. Il y a une fois au Maroc où j'ai eu plus peur, parce que je m'étais pas assez renseigné, fait que je comprenais moins bien les codes. J'allais dans une petite place, là, j'avais rencontré quelqu'un là, à l'arrêt d'autobus, qui m'avait amené chez eux. Puis je comprenais moins les codes. Puis là, des fois, il essayait tout le temps de me faire vendre de me faire acheter des choses. Puis, dernier soir, j'ai dormi. Je suis dans une petite maison là, que je partageais avec un homme plus vieux, puis un couple. Puis ce dernier soir-là, j'ai dormi avec mon couteau ouvert dans mes mains. Là. J'étais de même dans mon sleeping bag. Là. Ah ouais? Mon couteau était ouvert. Là. Puis là, je dormais d'un œil là, durant toute la nuit parce que je me sentais vraiment pas en sécurité. Puis c'était passé plein de choses louches. Puis des fois, je sentais qu'il parlait de moi, mais dans une langue que je comprenais pas. Fait que... parce qu'en fait, je m'étais pas... J'allais à un endroit, puis j'ai rencontré quelqu'un, il me dit « Ah, va pas là, c'est des drogués qui sont là, viens plutôt à l'autre ville, à Azila. » Tu sais, Azila, non. Mais c'est un super beau village, là. Puis toi, tu l'as écouté, mais c'est dans le Maroc, un Maroc, puis c'est pas touristique pantoute, là. Fait que moi, je monte dans l'autobus, puis c'est en montant dans l'autobus, je me suis rendu... Là, il y avait, tu sais, j'étais le seul petit blanc-bec, là, c'était que des femmes voilées, puis tout ça, puis il était super gentil. Là, moi, il y a une femme voilée qui avait son siège, il était décalissé, puis dans l'autobus, il s'accotait sous moi, elle a passé tout le voyage avec... Elle le retenait? Elle le retenait, puis j'étais là, non, c'est correct, elle était là, non, tu sais, crissement gentil, là, tu sais. Ouais. Peut-être qu'elle voulait pas que son mari la batte. Après, fait que... C'est pas tout, mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça qui est arrivé aussi, j'ai entendu une femme se faire battre, évidemment, là, là, je raconte ça, c'est une anecdote, là, c'est pas une étude sociologique sur le Maroc, là. Je veux pas dire c'est de même, non. Ça arrive aussi ça arrive aussi à Montréal, mais pendant la nuit, c'est ça, il y a une femme qui pleurait, qui s'est fait battre, puis tout ça. Puis là, moi, je suis dans mon lit, puis là, l'autre, l'homme, il dit « Ah! » Là, je suis là, il va aller la défendre. « Ah, vas-tu se la fermer, elle? » Je suis là, il est en crise contre le... Fait que là, je me sentais... Contre la femme. Ouais, là, je commençais à pas me sentir... des conservateurs, il y en a partout, hein. Ouais. Il y en a partout des gens. Ça doit te ramener à la réalité. Là, ça fait que j'avais mon couteau, puis là, moi, j'étais pas très bien. Puis, mais pour une anecdote comme ça, il y en a eu plein où des gens m'ont été ils m'ont accueilli chez eux gratuitement, ils m'ont nourri gratuitement, ils m'ont aidé gratuitement, ils ont fait des détours gratuitement, ils ont pris du temps pour moi. Tu sais, t'es avec ton sac à dos, Chris, t'es perdu, tu sais pas t'es où, tu demandes une information, puis la personne dans sa journée, on sait c'est quoi des journées aujourd'hui, on est calculé, il fait une parenthèse d'une demi-heure pour venir te reconduire à une place. Tu sais, pour moi, ça me donne foi en l'humanité, ça, là. Ben ouais, c'est sûr. Puis ça t'a-tu servi, genre, à ton stand-up ou ça t'a-tu... Je l'ai jamais mis en anecdote, admettons, mais ça m'a servi dans ma façon d'aborder des sujets, la vie, la confiance en l'être humain, un certain humanisme. Parce que je suis là, tu sais, depuis tantôt, je veux dire, il est critique, il aime rien. Non. Souvent, les gens qui sont critiques, c'est parce qu'ils aiment beaucoup de choses. Puis on peut critiquer ce qui fait de l'ombre à la beauté de la vie. C'est ça. Attends, mais là, tu critiques, tu proposes rien. Mais si on a 10 choix, puis j'en critique 3, ben, Chris, j'en propose 7, esti. Critiquer, c'est proposer. Transgresser, c'est progresser. Fait que, transgressons. Puis quand t'as terminé ce voyage-là, c'est-tu là que t'as fait ton show, un long poème qui pue des pieds? Ouais, après ça, ouais. OK. Ouais. Puis t'as fait ça où? Au Fringe, Montréal? Au Fringe, ouais. Fringe, OK. Ouais. T'as quand même gagné des prix pour ça? Nomination. Ah, des nominations, ouais, OK. 2 nominations pour un meilleur texte, puis... Création originale. Création originale, ouais. Ouais, c'était bien cool.
Puis, ouais, ça. Puis après ça, il a suivi comme une longue... t'as fait plein d'autres shows après, quasiment à chaque année, tu sais. Tu sais, t'as Terroriste blanc d'Amérique, celle-là, si je t'ai dit... je pense que j'ai été le voir comme 7 fois, ce petit show-là. Là. Ça a même pas... Mais moi, c'est quand que j'arrivais à Montréal. Ouais. Mais je pense que c'est surtout ce show-là, il me parlait bien, tu sais. Ouais, c'était mon premier aussi politique. OK. Fait que c'est la différence entre les deux, c'était que... entre un long poème qui pue des pieds? Ouais. À l'époque, je lisais moins d'essais politiques. Fait que j'étais plus... c'était encore dans un truc un peu plus surréaliste, absurde, un peu plus éclaté, plus dans l'imaginaire. Là, après le printemps qu'on a eu en 2012 et tout ça, je me suis mis à lire plus des livres, des essais politiques et tout ça, me faire une tête. Fait que j'avais encore cette même irrévérence-là, mais au lieu de l'exploiter par l'imaginaire, au lieu d'être la révolte par l'imaginaire, c'était plus une révolte par le politique. OK. Puis, je pense que le titre, tu t'es inspiré d'un livre aussi. C'était comme le... Mais là, j'espère qu'il n'y aura pas des communautés en tabarnak, là, mais le livre, c'était comme le Nègre blanc d'Amérique. Nègre blanc d'Amérique. C'est ça? Nègre blanc d'Amérique, ouais. C'est ça. Un super bon livre écrit par Pierre Vallière, un ancien Felkis. Un intellectuel que j'aime bien gros. J'ai lu beaucoup de ses livres. Nègre blanc d'Amérique, oui. C'est un classique de la littérature pamphlétaire québécoise. Et le Nègre blanc d'Amérique, c'est le Québécois. Là. À l'époque, je ne sais pas si quand il l'a écrit... Oui, on s'appelait-tu Québécois? Mais je pense que oui. C'est comme notre condition surtout parce qu'à l'époque, c'était avant octobre 70. Ouais, il a écrit ça en prison, lui, à New York. Ah, OK. Il a été emprisonné parce qu'il manifestait devant les bureaux de l'ONU. Il y a des policiers qui l'ont embarqué parce qu'il était aussi il allait faire des contacts avec les Black Panthers à New York pour que toutes les cellules révolutionnaires se parlent. Fait que lui, il a écrit ça debout en prison, caché, la nuit, genre. C'est vraiment un très bon livre, ouais. Fait que c'est un clin d'œil à ça, Terroriste blanc d'Amérique, pour détourner. Parce qu'aussi, à l'époque, on parlait beaucoup c'est l'austérité, c'était ça. C'était les libérales au pouvoir. Non, c'est vrai, c'est pendant que Charest était là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou il venait juste de... Ouais, était-tu là ou il venait juste de partir? Parce que je l'ai écrit pendant qu'il était là, que ça bouillait pas mal dans les rues. Ouais. C'est ça, les grosses manifestations, tout ça. Puis ça a bien pogné, ce show-là. Oui, oui. Ouais, il a bien pogné. T'as eu le coup de cœur du jury, même, c'est ça? Ouais, coup de cœur jury aux Zoufès en 2013, ouais. Puis, ça, t'en as écouté, t'en as fait d'autres après. L'ignorance fait plus de victimes que le cancer. Radical Pudding. Que Luto, il avait gagné un prix, je pense. Média. Coup de cœur média. Coup de cœur média, ça. Catapulte à la marde. Puis là, t'as terminé. Je pense que c'est le dernier, je pense, que t'as fait. C'est Anarcho Taquin, c'est ça? Anarcho Taquin, c'est comme. Parce que tous ceux que tu as nommés, c'est des spectacles que j'avais pas rodés. Là. C'est des heures. C'est des heures Zoufès. Des heures créées, puis j'avais un titre pour les différencier d'année en année. Anarcho Taquin, c'est un peu comme un best-of. J'ai pigé là-dedans, puis avec du nouveau stock aussi. Puis lui, c'était le show un peu plus officiel là, que là, j'ai fait dans certaines salles de spectacle en tournée au Québec. Peu. Une petite tournée. OK. Puis c'est-tu comme ton one-man show, ça? Oui, c'est ça. C'est plus le one-man show plus officiel, Anarcho Taquin. Ouais. OK. Parce que ça, tu l'as fait au Club Soda. Puis, ouais. C'était comment, ça? C'était-tu cool? Vraiment. Une de mes plus belles expériences scéniques de ma vie. Oui, c'était un Club Soda plein et qui avait envie d'entendre plein ça. En plus. C'était plein. Puis qui avait envie d'entendre le genre d'humour que je fais. Là, fait que... Mais tu l'as tapé, hein? Oui, il est sur Internet. Ouais. Moi, je l'ai mis gratis sur YouTube. Puis pourquoi tu voulais le mettre gratuit? Tant qu'à demander 5, 10 piastres avec des... Je me suis posé la question, là, on a fait des recherches, puis je me suis dit, regarde, le but de ça, c'était pas de me faire de l'argent, c'était que des gens le voient, puis c'était une forme, puis que je voulais faire connaître ce show-là. Fait que je regarde, on va le mettre gratuit, puis aussi, c'est ça. Puis c'est des gens qui me découvrent avec ça, après ça, qui m'invitent en spectacle ou qui... Fait que j'aimais mieux qu'il soit vu par le plus de gens possible que de me faire 1000 piastres, là, tu sais. Mais en même temps, il faut que tu vis, il faut que tu gagnes ta vie, là, tu sais.
Oh oui, oh oui. T'as pas peur, mettons, que ça... Moi, c'est ça que j'ai peur. C'est pour ça que moi, il n'y a rien sur moi sur Internet. Je parle de stand-up, là, à cause que j'ai peur que ça brûle des numbers, puis que... Mais faut pas trop avoir peur de ça. Ça vaut la peine là, d'utiliser les plateformes pour se faire connaître. Ouais. Ben oui, ça vaut la peine. Je comprends. Si toi, tu roules un spectacle, mais pas l'heure au complet. Mais si tu as un bon numéro, ça vaut la peine. Puis même si tu le fais dans ton spectacle après, premièrement, c'est pas tout le monde qui va l'avoir vu. Mm-hmm. Deuxièmement, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Ils se souviendront pas de toutes les punches. Puis si ils l'ont aimé, ben, ça va leur faire plaisir de le revoir sur scène. Ouais. Fait que non, ça vaut la peine de mettre des extraits. Ben oui. Puis c'est pas comme non plus, je disais, t'es pas Martin Matt, là, dans le sens, c'est pas parce que tu mets un extrait là, que tout le Québec va aller le voir. Là. Ouais. Moi aussi, là, si je mets un extrait sur Internet, comme là, mon spectacle est à 23 000. C'est pas ça. Mais sinon, d'autres fois, il y en a d'autres qui est à 1000. Fait que tu sais... 1000 personnes, c'est un show devant une grosse salle. Mais tu sais, moi, j'ai mis un gag parce que j'ai fait mon number 100 humoristes, 100 minutes, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, ouais, moi, ce gag-là, je le remarque, là, quand je le fais dans des soirées où, mettons, une soirée de rodage, ça pogne au bout. Mais quand je le fais dans mon show, ce que je sais, soit un headline, mettons, je sais qu'il y a bien du monde qui veulent me voir, qui vont venir pour moi. Ils l'ont déjà entendu, puis je vois la différence entre les deux. Là. Tu sais, je vois, il y en a un, c'est le meilleur gag au monde, puis l'autre, c'est le monde fait comme « Ah, ben oui, c'est live! » Peut-être aussi que dans une soirée de rodage, tu fais 8 minutes, fait que la blague est plus originale dans ton 8 minutes, puis peut-être que dans 45 minutes, où est placée dans ton spectacle, elle devient moins originale parce que là, on te connaît plus. Mm-hmm. Il y a ça aussi, des fois, changer des blagues de place, changer de numéro de place, ça peut faire en sorte que c'est plus drôle. Parce que maintenant, on apprend à te connaître. Là. Moi, ça fait une demi-heure que je t'écoute. Ben, c'est sûr que je commence à catcher, quitter. Fait que tu deviens pas prévisible, mais je comprends plus le personnage. Fait que des fois, c'est la même blague en 8 minutes. Tu fais « Ah! » Ouais, c'est vrai, quand j'ai écrit Peut-être la mettre plus tôt dans le spectacle, d'abord. Ouais. Quand j'ai écrit ce show-là, c'était ça, tu sais, il y avait... C'est comme, j'ai pris genre comme, on va dire, 7 numbers que j'aimais bien, puis là, je les ai mis ensemble. Mais là, tu vois qu'il y a plein de gags que tu fais « Ah, fuck ». Ils se cannibalisent. Ouais, c'est ça. Ou si tu te rends compte, c'est des gagounets, là, tu sais, genre que... Là, c'est ça, le trip, là, tu sais, le thrill, c'est de te condenser ça, puis faire en sorte que, tu sais, un number vient pas empêcher l'autre. Ou des fois, il faut que juste tu changes les numbers de place, tu sais. Tout à fait. Ouais. Je suis bien content d'avoir catché ça, là, tu sais. Et que l'autre que j'avais fait, c'était juste plus un best-of de tout le meilleur matériel que j'avais fait depuis 4 ans, là, tu sais. Mm-hmm. Ben oui. Tu sais, toi, c'est ça, je sais pas si ça va te déranger qu'on en parle, mais tu sais, l'été passé, t'étais supposé écrire un auteur pour ZooFest. Puis que t'avais cancellé les shows? Ben, pas cet été. Ou c'est pas cet été, ouais, l'autre, là, on est en 2018, en 2017. OK, c'était en 2017. Ouais. OK. Puis ça, c'était pourquoi que... Ben, je filais plus ou moins. Ça me tentait moins de faire de la scène. J'avais besoin de recul, puis... je me sentais pas la force. J'étais comme en peine d'amour un peu. Ça allait moins bien dans ma vie personnelle. Ça allait moins bien aussi sur scène. Ouais. Puis ce spectacle-là, ça me tentait pas d'aller le défendre. J'avais pas comme l'envie de monter sur scène pour défendre ce spectacle-là. Ouais. Puis toi, en plus, tu joues bien physique. Fait que, tu sais. Ouais, c'est ça. En plus, t'as moins l'énergie et moins le cœur. Fait que, ouais, j'ai dit, regarde, que le spectacle aille bien ou mal, ça m'aurait fait mal quand même, tu sais. Mm-hmm. J'aurais pas trippé à me dévaloriser. Ouais. Ou si un soir que ça avait mieux été, je voulais pas recevoir de charge émotive, en fait. Okay. Mon corps voulait juste pas recevoir de charge émotive, qu'elle soit positive ou négative. Ouais. T'étais pas prêt à ce combat-là. C'est ça, même que je suis retourné chez mes parents pendant 1 mois et demi. OK. Ouais, 1 mois et demi. Genre te ressourcer? Ouais. Ressourcer, décrocher, faire une mise au point, me demander où je m'en allais avec l'humour, où en étaient mes rêves, au-delà de juste la croissance. Hein? Ouais. De dire, c'est ça. Fait que des remises en question. Fait que pendant 1 mois et demi, moi et mon petit chat, on était retourné dans le sous-sol chez mes parents, à Rimouski. Ouais.
Puis j'ai lu des livres, j'ai fait du sport, j'ai fait de la cuisine avec ma mère. J'ai arrêté de boire, tu sais, fait que vraiment, reprendre soin de moi. T'as fait c'est quand même un beau luxe. Clean-up. Ouais, un beau luxe de pouvoir. J'ai pas d'enfants, il y en a qui vivent ça, des petits dons dans leur vie, mais ils ont une famille, ils ont plein de responsabilités. Plein de responsabilités. Fait que moi, j'étais chanceux que ça arrive dans ma jeune trentaine. Là, j'avais pas d'enfants. Fait que je pouvais juste retourner chez nous puis mettre un boxeur, là. Ouais. Un année, il met un genou à terre, là. Ouais. Il regarde son ennemi, il fait comme là, j'ai un genou à terre, là. Ben, c'est ça. Je suis allé mettre un genou à terre à Rimouski. OK. Puis, ça avait-tu rapport avec qu'est-ce qui s'avait passé avec la chronique que tu avais à Radio-Canada? Puis, entre autres, pas juste. C'est comme un écosystème, c'est pas juste ça. Là. C'était comme ça que. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas aidé. Là. On n'aime jamais ça. Mais la fin, c'est que je regrette rien, tu sais. C'est cette chronique-là à Radio-Canada. Je trouve ça. J'aime bien mieux avoir fait quelque chose qui est audacieux qu'avoir fait la même petite affaire tranquille pendant 5 ans là, à Radio-Canada. Là, pour avoir ta sécurité financière. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais c'est entre autres ça. Mais c'est quoi que ça avait passé à Radio-Canada, mettons, pour ceux qui te connaissent moins? Là? Oh, tu veux qu'on embarque là-dedans? Ben, si ça te dérange pas. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 1h30. 1h30, ben. Ouais. Ce sera pour une prochaine fois, tu me réinviteras. Ouais. Ben, j'ai été mis dehors là, pour le conclure là, dans la chronique à Radio-Canada. Là, ça faisait peut-être pour faire une histoire courte, je pense que c'est la manière, mon style d'humour puis la manière dont j'abordais les sujets fitait pas dans l'aspect plus cabaret du plaisir. Et l'irrévérence que j'avais, j'allais comme un peu trop loin pour la bonne séance de cette émission radio-canadienne-là. Ouais. Ils voulaient quelque chose de plus tranquille, plus nuancé. Puis comment ils te l'ont dit, ça? Ben, ils ont commencé à me dire, on ne te censure pas, là, mais arrête de nommer des noms. On ne te censure pas, mais sois moins politique. On ne te censure pas, mais sois plus léger. Bon, OK, on ne censure pas, mais... Fait qu'il voulait quelque chose de plus léger un peu, parce qu'au début, il disait, fais juste envoyer ton thème. Fait que là, j'envoyais juste le thème. J'envoyais même pas le texte, juste le thème. Puis après la troisième chronique, j'ai fait une chronique contre Desjardins. Puis là, tu sais, où là, je sortais à catapulte à marde pas mal. Puis là, ils ont fait envoie-moi ton texte. Puis ils ont fait, bon, finalement, envoie-nous le texte. Parce que là, on commence à avoir chaud un peu. Fait que là, j'envoyais le texte, mais j'improvisais toujours un petit peu au début, tu sais, plus des gags avec l'animatrice. Genre, tu sais, je disais que ça fait tatouer un poème de Claude Gauvreau, mais c'était plus des blagues apolitiques, là. C'était pas des blagues irrévérencieuses. Ouais. Puis là, cette chronique-là, le matin même, j'avais quand même envoyé le texte, mais le matin même, j'avais quand même rajouté 4 blagues. OK. Comme je faisais tout le temps, je rajoutais tout le temps des petites blagues. Mais là, c'était 4 blagues. Là, je nommais des noms. Puis c'était assez de l'humour noir ou plus caustique. Là, Desmarais, Chrétien, Molson, Bromfman. Tous des noms qui ont sorti après ça, qui m'ont donné raison, là, avec les paradis fiscaux, puis avec leur... Bon, c'est comme... Puis là, ça, il n'y avait pas eu ces 4 gags-là. Fait que là, ils ont paniqué un peu. Puis l'animatrice, elle a fait « Oh, mon Dieu! » Bon. OK. Fait que là, ils ont fait « Ben là, c'est assez. » Fait que... Tant qu'à être stressé d'avoir... ils ont fait de garde, là. Mais en même temps, ils devaient savoir qu'en venant te demander à toi de venir faire des chroniques. Ben, ils savaient, mais ils pensaient pas que j'allais aller aussi loin. OK. Ils savaient pas que j'allais être aussi... Tu peux dire le nom Desmarais du Canada, mais ça dépend. Il y en a des humoristes, Jean-Fred Savard, la soirée est encore jeune, il va faire des jeux de mots avec Desmarais. Il va dire tu veux, je suis audacieux, mais tu dis rien. Là, il va juste faire un petit jeu de mots ou un petit. Puis en disant est-ce que là, ça dépend quel genre de joke que tu fais. C'est quand même. Moi, j'essaie toujours d'être aussi violent que la personne. Ouais. Les Desmarais, les Molson ont été violents, ils sont violents encore aujourd'hui. Par leur pouvoir, par leur influence dans les CA, par où ils mettent leur argent à cause de leurs paradis fiscaux. Pour moi, le geste d'être dans des paradis fiscaux, c'est un geste qui est violent. Concrètement, là, t'es un assassin. Quand tu prends ton argent dans un paradis fiscal, ça veut dire que l'État a moins d'argent pour soigner des êtres humains, pour prendre soin des êtres humains. Fait que si, admettons, des gens meurent du cancer, meurent dans leur pisse, ben c'est parce qu'on manque d'argent, entre autres, beaucoup par les paradis fiscaux. Fait que t'es un criminel, t'es un tueur. T'es pire qu'Hannibal Lecter. Au moins, Hannibal Lecter, il était savoureux. T'es psychiatre.
Mais c'est ça. Fait que... Mais en même temps, ça, t'avais pas... tu sais, parce que je trouvais des fois, il y en a, comment qu'ils le disaient, c'était comme si t'avais envoyé un texte, puis t'avais déjà l'intention dans la tête d'en faire carrément autre chose. Ouais, c'est ça. Non. J'avais envoyé un texte là, sur le capitalisme puis tout ça, mais c'est les blagues puis la manière dont j'avais orchestré ça. Ouais. Parce que aussi, c'est que t'as 4 jours pour écrire ça. Là. Fait que moi, je travaille jusqu'à la dernière minute. Là. C'était pas comme conscient de je vais les faire chier. J'ai pas voulu les faire chier. Au contraire, moi, j'allais là puis je trouvais que la chronique c'était la meilleure que j'avais écrite. Ouais. Je la trouvais bonne. Je trouvais qu'elle était drôle. Fait que j'étais fier, là, mais je savais qu'elle était irrévérencieuse. Je savais qu'elle égratignait. Mais je trouvais que de la manière qu'elle était écrite, puis aussi c'était basé sur des faits, puis c'était bien renseigné. J'avais mis vraiment beaucoup de temps à écrire cette chronique-là. Là. C'était des affaires que dans des notes que j'avais... Fait que je m'étais vraiment forcé. Fait que je disais oui, elle était révérencieuse, mais je la trouvais de qualité qui excusait l'irrévérence. OK. Fait que je n'étais pas arrivé là en disant on va me faire mettre dehors, puis, mais je sentais que l'étau se refermait. Là. Ouais. Puis j'étais pas prêt non plus à... C'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu commences, tu vas, bon, je vais faire des affaires plus tranquilles. Fait que là, tu te fais accepter parce que tu es plus tranquille. Puis là, ça marche. Fait que c'est ça, la lampe descente vers le dentier. Là. C'est à un moment donné, tu fais comme, OK, je vais me tranquilliser. Puis là, ça marche de plus en plus. Puis là, bon, là, fait que là, tu restes dans le même. Mais c'est pas vrai qu'à un moment donné, tu vas dire, bon, je vais être tranquille, mais quand je vais être connu, là, je vais en profiter pour être irrévérent. Non, quand tu te rends là avec un style, là, tu t'es racheté, là. C'est ça, tu t'es déjà travesti. Là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis ça te fait-tu peur un peu de... Ce matin, tu penses au futur de que tu deviennes de même un moment donné? Puis là, j'aurais pu. Après les 5 prochains, ça aurait pu. Là c'était ma chance. Attends, si je voulais devenir plus connu, puis tout ça, il y avait comme un buzz médiatique. Il y avait les 5 prochains. Là, je t'ai demandé pour être chroniqueur. J'étais comme un peu la petite saveur du mois, là, avec les échangistes. J'ai été aux échangistes. Moi, là, j'étais un échangiste, là, tu sais. Hey, c'est tellement drôle qu'est-ce que tu dis là-dessus. C'est quoi? C'est les échangistes, c'est un cimetière, là, ce que va pour mourir. C'est quoi le... Attends, je m'en calais, je l'ai décrit en quelque part ici. Va vous mourir la pertinence. L'échanger à un cimetière où va mourir la pertinence. Je disais ça, j'écoute même pas ça, tu sais, moi je m'en crisse, mais je trouvais que c'était drôle en tabarnak. Fait que, ça a pas fonctionné là non plus. Non, puis tu sais, je n'étais pas dans l'émission, mais... Mais t'en regrettes pas? Ben non. Non, parce que là, c'est pas parce que je veux mal faire, là, c'est que dans les meetings, ça, ils me demandaient de faire des choses qui n'avaient pas de bon sens. Ils me demandaient de faire la promotion sur des choses que je dénonçais depuis 10 ans. C'est-à-dire le SAR système, prendre les gens pour des caves. Tu sais, il invitait des gens, bon, il fallait qu'il invite des vedettes. Bon, on a une vedette, mais on dit, cette vedette-là, on la voit partout, on n'a plus rien à y dire. Puis moi, comme un être humain normal, je dis, inviter quelqu'un d'autre. Non, c'est une vedette, faut l'inviter. Mais vous n'avez plus rien à y dire. C'est pas grave, ça. Puis là, tu parles à des gens, des organismes communautaires, à des artistes qui ont du talent, qui n'ont pas de tribune. Plein de causes, plein d'idées, plein d'êtres humains qui veulent faire passer leur art, leur message, leur marginalité, puis ils n'ont pas de tribune. Puis là, tu arrives autour d'une table en meeting dans la société d'État où ils ont un pouvoir, puis ils vont juste inviter les mêmes hosties de vedettes à compter les mêmes hosties d'anecdotes pour engraisser le star system. Moi, j'embarquais pas là-dedans, c'était trop, là. J'étais prêt à mettre de l'eau dans mon vin, là. J'arrivais pas là en disant, là, chaque émission doit parler de l'anarchisme. Mais non, là, tu sais. Quand est-ce qu'on parle du municipalisme libertaire? Non, mais ça m'a donné, c'est que... C'est ça. Fait que moi, ça me stressait aussi. Je suis là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont-tu penser que je suis un vendu? Ça me stressait aussi, là. Puis c'est ça. Fait que je l'ai arrêté. Mais à cette période-là, j'aurais pu, là. Je le voyais, le tapis déroulé. Je dis pas que je serais devenu... en tout cas, je sais pas, mais c'était le timing, c'était là. Mais là, oublie ça. Là, je me suis fait connaître de cette façon-là. J'ai abandonné tous ces rêves-là. Là. Puis ça n'a jamais été des rêves, là. Mais c'est tentant. Parce que c'est de l'argent, là. Ben oui, les échangistes, c'est payant, là. C'est sûr, c'est alléchant. Moi, j'avais un contrat, mais j'ai reçu mon argent quand même. C'est 15 000 $, là. Tabarnak, c'est de l'argent. Ils ont respecté leur contrat, ils ont été corrects pour ça. Mais ça, c'était pas Radio-Canada, là. C'était Éric Salvaille qui produisait ça. OK.
Okay. Puis c'est ultra payant, là. Parce que ça aussi, ce qui m'a amené, c'est que là, t'es la saveur du mois, t'es le jeune humoriste, là, les 5 prochains, là, tu sors de là t'as été médiatisé. C'est une chance que moi, j'ai eu aussi, médiatisé, que d'autres gens avec autant de talent que moi n'ont pas eu cette chance-là. Fait que là, les médias là, sont après toi. Là, j'avais des offres, là, j'avais full d'offres. Là. Là, c'était moi la saveur du mois. Là. Il y avait Salut Bonjour qui voulait que je fasse des chroniques de 1 minute commanditées par Petro-Canada. Puis là, c'était 1000$. Là, il me donnait 1000$ de la minute. Puis là, je disais, non, fuck you. Là. J'ai dit non, là, je vais pas. Puis là, après, les talk shows, là, puis les auditions, là. Puis là, l'argent, ça va quand même assez vite. Quand il y a un petit buzz là, qui pogne, là, ça va vite. Puis la pire des choses à faire, c'est d'adapter ton mode de vie à ça. Là, à un moment donné, quand tu adaptes ton mode de vie à être payé genre 1500$ pour être un panéliste qui dit 2 phrases dans une émission alors que tu n'as pas de travail à faire, puis tu es payé 1200$ ou 1500$ pour participer aux échangistes par émission. Ouais. Ben, c'est de l'argent facile. Puis là, tu adaptes ton mode de vie à ça. Mais après ça, une fois que tu as adapté ton mode de vie à ça, tu t'achètes un char, une TV, un condo, tu peux plus redescendre, là. Fait qu'il faut que tu acceptes d'autres contrats qui vont te permettre de maintenir ce niveau de vie-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui, même s'ils ont un grand cœur, c'est des bonnes personnes, ben ils font comme « Ah, fuck, j'ai fait des choix. » Tu sais. Puis il y en a qui ont des enfants. Puis... Fait que je peux comprendre, là. Il y a des bonnes personnes, là. Fait qu'il faut juste faire attention pour pas adapter son mode de vie. Ouais. Parce que sinon, ça te brime une liberté artistique. Là. Mais penses-tu que tu peux comme quand même réussir à faire passer ton message tout en faisant le petit quiz, le quiz? Là, non, c'est ça. Non. Ben là, c'est limite, non. D'un point de vue idéologie, d'un point de vue du temps aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est pas vrai qu'en 30 secondes, tu vas dire quelque chose, tu vas faire comme « Ah, mon Dieu, hey, ça prend du temps à faire ça. Ouais. » Meilleur exemple, quand tu écoutes le débat des chefs, là, quand tu écoutes quelqu'un qui est plus à gauche, j'entends Manon Massé, là, bon. Ben, la cité dans laquelle on vit, la normalité là, est représentée par les 3 autres partis politiques. T'sais, les autres sont plus dans la croissance économique, dans une mentalité néolibérale. C'est plus la norme sociale. Ben, quand quelqu'un arrive et dit « On va abolir les chars », là, tout le monde fait comme « c'est des faux! » Là, il faut qu'ils prennent 15 minutes pour dire « Regardez, lui explique la patente. » Puis après 15 minutes, le monde fait « Ah, même Drainville, même Bernard Drainville fait comme « Ah, finalement... » Ça a vraiment du bon sens. Puis c'est même pas marginal, c'est la base là, d'interdire les chars à pétrole d'ici quelques années pour la survie de l'espèce humaine. Mais ça l'a pris quand même 15 minutes à expliquer. Ouais. Fait quand c'est des idées qui sont pas courantes, ben ça prend du temps. Puis ça, dans les médias de masse, il n'y a pas de temps. Ouais. C'est une ressource rare, le temps. Ouais. Fait que souvent, ils disent, pourquoi là? Je perdrais mon temps ou j'investirais du temps avec un humoriste compliqué. Il y en a 80 là, qui peuvent faire une job aussi bonne que lui, sinon meilleure, puis qui vont pas nous demander du temps. Fait que, Fait que, c'est ça. Mais au moins, moi, je t'ai eu, tabarnak. Yeah! Non, mais pour vrai, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Non, je suis vraiment content. C'était-tu pas si pire que ça? Finalement, on a quand même fait 1h50. T'es-tu sérieux? Ouais. Tabarnak, on aurait dû arrêter avant. Ah, 1h50? Ouais. Tu me l'avais dit en plus au début. Ouais, je l'avais dit. Je t'avais dit, là, 60 minutes, puis on arrête, j'ai rien à dire. On réussira jamais à faire 60 minutes, mais on a quasiment fait 2 heures. Tu feras du montage, là. Non, il n'y a aucun montage. Ah! Ouais. Ah, bateau mort. Non, mais pour vrai, gros merci, Fred. C'est vraiment apprécié. Puis, fait que là, qu'est-ce qui se passe avec toi présentement si on veut te voir en show? Je sais qu'il y a ton livre qui va sortir le 1er novembre dans des librairies. Oui. Dans les librairies. Ou on peut le downloader en version numérique. OK. Numérique sur dans les Luxe. Ouais, sur le site internet de Luxe. De Luxe, OK. L-U-X. OK. Puis si on veut te voir en show, ça va être quoi? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? On peut suivre la page Facebook. Là. OK, la page Facebook. Ah, c'est ça, tu as le show avec Christian... Vanasse, ouais, c'est ça. Le livre, show avec Christian Vanasse. Puis des chroniques à gauche puis à droite. Bon, ben, c'est cool, ça. Et voilà. Bon, ben, salut. Fait que, merci tout le monde. Gros merci à Fred. C'est bien apprécié. Puis, merci d'avoir écouté. Puis, passez une excellente semaine, tout le monde. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's
What's Up Podcast avec Jeremy Alain. Yeah! Poum!